Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, on parle lutte avec la Crow Familia qui est composée de Martin et Mathias Villeneuve, deux lutteurs de la Gatineau Pro Wrestling. Martin est un des cofondateurs de la GPW et lutte depuis les années 90. De son côté, Mathias s'est joint au rang de l'organisation après avoir complété son parcours à l'école de lutte de la GPW. Martin, Mathias, bienvenue à l'émission. Je suis content que vous soyez là, les gars. Merci beaucoup. On est heureux d'être ici. Ouais, ben t'es heureux, mais lui, peut-être pas. C'est toi qui le traîne comme ça dans tes affaires, comme ça tout le temps? Ou... Ben, inquiète-toi pas, je suis content d'être là. Ben, Mathias, il va aller où ce que papa veut qu'il aille. Bon, c'est ça y est. Il est sous mon toit. Il est sous mon toit. Et puis, ça coûte assez cher que... Non. Il était très heureux d'être ici. Je suis heureux d'être ici. On aime beaucoup la collaboration entre la GPW et la TVC. Puis, la première fois que je suis dans une émission ici, à l'Informel, fait qu'on est pas mal fiers. Dans les studios. Vous êtes de Gatineau, hein? Vous n'êtes pas du secteur Buckingham. Hein? Vous êtes... Secteur Angers, en fait. Angers, OK. Ouais. Gatineau, mais secteur Angers. Oh, ouais. OK, vous êtes proche. Hein. On n'est pas loin. Là, au moment qu'on enregistre, on est jeudi. Il y a un gala samedi passé. Comment ça va, la récupération? Ça devait rire un peu de l'autre, me semble. Je me dis que le jeune doit rire du plus vieux après un gala, dire ça va aller, Pat, tu vas survivre, puis que lui, il s'en tire bien. Je suis souvent à la maison avec, puis le lendemain du gala, là, pas te mentir, je l'ai pas vu de la journée. Je pense qu'il est resté dans la chambre, mais la majorité de la journée. C'est pénible. Non, c'était pénible le samedi dernier. Là, on a eu un gros combat contre Cerberus, là, Alex Mercury puis Justin Rush, deux bons élèves d'école de lutte, puis très bons lutteurs. Puis je l'ai eu plus dur que d'habitude. Absolument, Mathias, ça fait bardasser un petit peu plus, puis moi, non. Mais là, c'est moi qui ai mangé une petite volée, fait que ça a été pénible, ça l'est encore. Puis qu'est-ce que vous faites? Avez-vous une préparation, en préparation d'un combat, là, comment vous vous préparez? Parce que, je veux dire, vous allez passer de 15-20 minutes à vous bardasser, à faire de quoi de physiquement intense. C'est quoi votre préparation avant? Ben, la préparation, on regarde le film Rocky IV. Quand que Rocky, il monte la colline, qu'on pense qu'il est en Russie, mais finalement qu'il est à Vancouver. Et puis on se dit que le meilleur va gagner, puis on donne tout ce qu'on a, puis on remporte le match, puis c'est des gens qu'on déteste, puis c'est le même que c'est. Qu'est-ce que t'en penses? Mathias, as-tu une réponse plus sérieuse à donner? Ou tu dis... Ben, personnellement, moi, avant chaque match, je préfère m'étirer. On a tous une différente manière de se préparer pour un match, mais moi, je préfère justement m'étirer avant mon match, être sûr de réduire les pourcentages de blessures. J'essaie de me repasser mon match dans la tête parce que oui, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Quoi? Je vais rien dire de bord. Je vais le laisser le dire, mais c'est ça, ouais. Bon, il y a une préparation au niveau des... Qu'est-ce que vous voulez voir dans le match, comment ça va se passer, et tout ça. Où tu t'en allais avec ça, toi? on va reparler tantôt de la planification des matchs puis des storylines, ces choses-là. Mais juste, Mathias, toi, ça fait comme... au début, je pense que tu étais comme l'accompagnateur de ton père. Ça fait pas si tant longtemps que tu montes dans le ring et tu as des vrais combats. Ouais, exactement. Justement, avant, j'étais avec les Chums. C'est le nom de son ancienne équipe. Ouais. Puis c'est vraiment là où j'ai commencé un peu à voir c'était quoi, un peu à la foule, c'était quoi être au centre de l'attention. Je dis pas que j'étais au centre de l'attention, mais autour du ring, c'est quoi, voir le monde, puis tout ça, ça m'a un peu adapté. Puis c'est sûr que c'est plus facile après ça, rentrer et lutter. Je suis déjà habitué, donc c'est ça. Ouais. Fait que juste de avoir le feeling de qu'est-ce que c'est que le gars-là avant de dire que je vais monter dans le ring. Ouais, un peu, ouais. Okay. Puis t'as passé à travers l'école de lutte de la GP? Oui. Okay. Ça fait, je pense, ça va faire 3 ans, 2 ou 3 ans que j'ai commencé à pratiquer. Fait que, ça fait quand même un petit bout, là. OK. Puis l'école de lutte, c'est né comment, ça? Parce que là, est-ce que c'est depuis le début qu'il y a la GP qu'il y a une école de lutte qui accompagne ça, ou bien s'il y a eu la GP, puis après ça, vous avez intégré une école de lutte? On a commencé au départ en septembre 2018 avec seulement les galas de lutte. Et puis ensuite, on avait besoin d'un endroit pour pratiquer. On était à la recherche d'un local pour justement avoir une école de lutte, pour pas juste entreposer notre arène dans un garage et le sortir le mois prochain, pour le mois suivant pour le gala. Puis finalement, dans la première année, on a trouvé l'endroit actuel, puis on était en mesure d'avoir une école de lutte parce qu'on voulait... On avait déjà plusieurs lutteurs locaux de Gatineau
à qui on faisait appel pour nos galas, puis on en prend de l'extérieur, mais on se devait d'assurer une relève. Puis il y a beaucoup de gens dans l'Outaouais qui veulent faire de la lutte. Là. On est tous passionnés de certains sports. Mathias, ça a été le hockey plus jeune. Moi, ça a été la lutte depuis que je suis jeune. Fait que il y en a d'autres comme nous, comme moi, en tout cas, qui ont la passion de la lutte depuis qu'ils sont très, très jeunes. Fait que on est bien heureux. Depuis 2019, on a l'école de lutte à Buckingham. Maintenant, on a 2 arènes. On a plus de 20 étudiants. Donc là, les gars-là, maintenant, on voit souvent 2-3 combats que c'est des étudiants de la GPW qui ont gradué, qui sont rendus maintenant éligibles à lutter partout. C'est pas juste à la GPW, ils peuvent lutter partout au Québec. Là. Tu parles de parcours, de graduer, mais c'est quoi le parcours, mettons, d'un lutteur? Quand tu commences, tu fais quoi? Puis comment tu développes ça? Parce que je pense que pour la plupart des gens, mettons, exemple, le hockey, c'est un jeu. Fait qu'on peut jouer déjà au hockey avant même de faire partie d'une ligue, tout ça, ou peu importe quel sport. La lutte, bon, tu vas tirailler chez vous, mais c'est pas la même affaire. Fait que ça ressemble à quoi? Tu commences comment? J'aimerais ça savoir un peu plus l'inside c'est ça. Comment tu commences ça? Ben, généralement, les gens, pour commencer ça, il faut qu'ils aient déjà la passion de faire de la lutte. Ensuite, là, c'est certain qu'on pense tout est en mesure de le faire. Les gens pensent que c'est une trampoline. Les gens s'imaginent tout de suite faire des prises, mais ils pensent pas qu'il faut qu'ils les reçoivent aussi. Fait que souvent, je dirais que sur 10 étudiants, on va en rester 2. Sur 10, après quelques semaines, il y en a 8 qui vont trouver que les chutes au plancher sont trop difficiles. Ils s'attendent à ce que ça soit beaucoup plus léger comme surface. Okay. Ils sont pas en mesure là, de se donner la peine. Pour eux, là, c'est pas ce qu'ils pensaient. Mais ceux qui tiennent, le 2 sur 10 qui vont demeurer, ben eux, c'est parce qu'ils veulent vraiment le faire. Ils vont apprendre les chutes, ils vont apprendre la base. On a 2 bons coachs à l'école de lutte, en Phil et Mathieu, qui vont donner des cours débutants. Puis ensuite, quand eux pensent que l'élève est prêt pour être intermédiaire, ils remontent. Puis ensuite, de ça, c'est avancé. Donc, il y a un processus, je dirais que c'est les chutes au départ, courir les câbles. Ensuite, c'est faire des prises de lutte, les recevoir. Puis quand on commence à perfectionner ça un petit peu plus, c'est de savoir quoi faire, à quel moment. Puis entrer dans un personnage, être conscient qu'il y a une foule qui nous regarde, vendre les coups. Là, la psychologie de la lutte embarque, ça, c'est dans le côté plus avancé. Fait qu'au départ, comme tu dis, tu peux pas... Il y en a qui pratiquent, par contre. On a 3 jeunes à l'école, là, en Kazra, Flamingo et puis Justin Rush, qu'eux autres ont fait du backyard wrestling, qui est de la lutte dans le cours arrière de chez eux. Fait qu'eux autres sont arrivés à l'école de lutte, il y avait déjà une avance sur plein d'autres étudiants. Ils étaient déjà vraiment forts dans la lutte. Fait que, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Il y en a qui vont faire 2 ans de cours, 3 ans de cours, puis le premier combat va arriver après 2 ou 3 ans. Mais il y a à leur rythme. Là, des fois, l'athlétisme n'est pas aussi bon qu'un autre, ou l'apprentissage, ou la résistance au mal de faire des chutes. Fait que c'est pas mal ça, là. Okay. Ben, justement, moi, j'allais apporter, justement, j'ai joué au hockey, puis je joue encore. Puis, justement, le hockey, comment ça marche, c'est niveau par niveau. Ouais. Quand t'es meilleur, ben, tu montes de niveau. Ouais. Justement, la lutte, on commence tout en bas de l'échelle. Puis, ce que j'aime bien de la lutte, c'est même si t'es en haut de l'échelle, ça veut pas dire que t'es dans une case ailleurs, tu sais, c'est pas comme si t'étais... Je sais pas comment le dire, mais justement, après le gala de Slush Poppy en 2023, c'est là où est-ce que j'ai commencé. On a tous commencé ensemble, puis justement, il y en a qui étaient justement déjà plus avancés, puis tu sais, au lieu justement de pratiquer juste ensemble, ben ils viennent aider les débutants justement, puis c'est comme ça qu'on monte tous ensemble en s'aidant. Fait que c'est ça que j'aime surtout. J'aime ça. Ça ressemble un peu à ce que tu vas retrouver dans une école d'arts martiaux, par exemple. Ouais, le champion, il y a beaucoup de champions, mettons, dans une école d'arts martiaux où celui qui a gagné 50 000 trophées, quand il est dans la classe, dans le dojo, il est là pour aider le premier, tu sais, ceux qui commencent en même temps. T'sais. Non, exactement. C'est comme ça, le GPW. On est comme une grande famille. Puis, tu sais, Picton, le champion, ben, il vient pratiquer à l'école de lutte. Quand on monte l'arène, il monte l'arène avec tout le monde. Il est resté humble. Puis, tu sais, Asgard King, c'est la même chose. Tous les gars de la GPW, vraiment, on fait toute une belle équipe ensemble parce que peu importe le niveau qu'on est rendu, on en profite lors des galas, puis le respect s'installe. C'est un gars comme Picton, il a le respect de tout le monde parce qu'il performe vraiment bien, puis il est très, très bon. Mais il n'y a pas besoin de nous le mettre dans le visage quand on monte l'arène le matin. Puis c'est pas le cas. C'est un gars qui est resté lui-même, puis qui comprend qu'il joue un personnage le soir du gala, puis il embarque dans son personnage, puis il est efficace. Mais tout l'ensemble de la compagnie, il y a beaucoup d'entraide. On veut tous s'aider. Nous, les jeunes qu'on s'est battus contre samedi passé, on veut avoir un bon match, on veut
On veut que les gens profitent, les amateurs, mais on veut que les jeunes aussi s'améliorent. Fait que c'est tout un travail d'équipe, là, vraiment, comme Mathias dit. C'est une affaire qui m'a frappé. Puis moi, je ne vous connaissais pas avant qu'on collabore avec la TVC. Puis, je connaissais un peu, là, mais je vous disais, j'avais jamais été un gars-là. Tout ça. Puis, ce qui m'avait impressionné, c'est de voir comment, quand on arrive, tout le monde est là, en train d'installer le ring, en train de rentrer le stock. Tout le monde travaille, puis c'est une gang. Là. Mm-hmm. Puis, il y a toute la journée, il y a le soir, il y a le gala, tout le monde s'est battu, puis ils sont encore là en train de pacter le stock à la fin. Ouais. Comme ça prend, faut que tu veuilles, là. Ben, c'est ça, on veut tout. C'est comme les gens qui font partie des spectacles comme c'est là actuellement, ceux qui luttent, ceux qui sont sur le bord de lutter, on a tout ça, on est tous des grands partisans de lutte. Puis, on travaille pas pour la WWF, mais on travaille pour la GPW. Fait qu'on on vit notre passion une fois par mois. Fait que c'est sûr, puis tu sais, on a appris ça avec les gens Courgeot dans le temps. Il pensait à un moment donné d'engager une firme pour monter l'arène puis de faire l'arène. Puis finalement, lui, il était convaincu du contraire, puis on le croit aussi aujourd'hui. Quand tout le monde monte le ring ensemble, il se fait une genre d'esprit d'équipe, d'entraide, que t'as pas besoin de personne d'extérieur. On est 20 personnes qui font partie du spectacle, mais les 20 vont monter le ring, vont monter les chaises. On va tous faire notre part, puis à la fin de la journée, on a tous participé d'une façon ou d'une autre au succès du spectacle. Fait que c'est important, ça. Puis non, tout le monde est là, contribue à leur façon. Il y en a qui sont pas là une journée, mais en bout de ligne, à la fin de l'année, là, tout le monde ont eu on le mérite, là, qui ont vraiment aidé. On a du monde vraiment, comme tout le monde qui nous aide, là, je leur dis à toutes les fois, c'est incroyable. Si les propriétaires seraient seuls à faire tout ça, là, moi, je le ferais pas aujourd'hui. Ben je me serais tanné de faire ça. Je suis déjà fatigué après un gala, parce que ça commence à 9h le matin, ça finit à 1h du matin. Si on n'aurait pas cette aide-là, là, j'aurais pas fait ça pendant toutes ces années-là. On est rendu, 7 ans, plus de 80-90 galas. Mais une chance qu'on a toute l'équipe avec nous. Là. Ben, ça témoigne de la passion qu'il y a dans la GPW. Moi, ce qui m'attire beaucoup, moi, dans la vie, c'est le monde passionné. Ça, j'accroche à ça. Puis ça respire la passion quand tu dis, hey, le monde sont là à tous les fois. Puis je sais c'est quoi monter des projets. Monter des projets télé ou en cinéma, des projets vidéo que j'ai faits. Puis d'avoir du monde qui vont s'impliquer, là, c'est pas toujours évident. Fait que c'est cool en tabarouette de voir ça. Oui, puis je pense que les gens croient en nous aussi, parce que il y a beaucoup de fédérations de lutte au Québec, mais de la façon que les propriétaires de la GPW on travaille avec toute l'aide qu'on a, puis je parle de l'aide aussi du TVC, nos nombreux commanditaires, ben, on est en train de créer encore pour une 4e année de suite un gala qui se fait pas au Québec. Il n'y a pas d'autre compagnie qui fait un gala comme ça au Québec, d'avoir 3000 personnes, puis d'avoir 12 légendes de lutte, puis d'avoir une organisation assez bien faite, comme on s'est fait comparer à des grandes ligues par les lutteurs, là, comme Demolition. Les Raymond Rougeau ont comparé nos productions de spectacles au Slush Poppy à des productions de Vince McMahon dans le temps. Donc, nos gens qui sont avec nous sont solides avec nous. On les traite bien. On les traite, moi, que ce soit, peu importe dans la vie, j'ai tout été comme ça. Moi, tout le monde qui nous aide, GPW, je les adore, je suis tellement reconnaissant envers eux. Puis eux, ben, ils voient qu'on est des personnes passionnées, puis qu'on crée des gros événements, on travaille fort, on est fatigué rendu à la fin de l'année. Là. Après le Slush Poppy, ben, ces gens-là, je pense que les gens voient, ils reconnaissent ça, puis sont contents de faire partie du projet. Tu as mentionné tantôt 2 sur 10 qui restaient, ou à peu près. T'as-tu lancé ça comme ça, ou c'est vraiment... Ça non, c'est à peu près ça, oui. Non, tu sais, vraiment, comme pour tous les gens qui sont à l'école de lutte, comme c'est là où qui luttent, sont vraiment passionnés au point de passer. Mais tu sais, des gens qui veulent faire de la lutte, il y en a plein, là. Puis on a eu beaucoup, là, des gens qui viennent à l'école de lutte, puis on leur dit, le plus difficile pour vous, ça va être les chutes. Parce que les gens pensent que c'est une trampoline. C'est pas une trampoline, là. C'est un plywood. En dessous, c'est du métal, il y a un plywood puis un petit padding. Faut que tu apprennes à tomber comme il faut, parce que même en tombant de la bonne façon, c'est épuisant à la longue de tomber sur ce ring-là. Fait que souvent, on perd des gens, puis c'est la majorité qu'on va perdre à cause des chutes. Ils s'imaginent pas que c'est comme ça. Courir les câbles. Ça a l'air banal, là, mais courir les câbles. Quelqu'un qui n'a pas moindrement de musculation sur le corps ou qui est plus fragile, juste courir les câbles et arriver le dos d'un câble d'acier, là, ils trouvent ça tough. Fait que, tu sais, j'exagère pas. C'est 2 personnes sur 10 qui vont tougher les entraînements pour se rendre à lutter. Là.
Ça fait pas si longtemps que ça, toi, cette étape-là, ça a été comment tu as trouvé ça? Ben, justement, j'ai vraiment eu mal, tu sais. Il disait justement les corps, là, tu sais, c'est bizarre de se réveiller un matin avec 3 lignes dans le dos, mais semble, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est au fil du temps que tu t'y habitues. Puis, ben, malheureusement, tu sais, des fois, justement, ben, je peux pas aller à toutes les pratiques. Puis, c'est sûr, ça se reprend vite, mais si tu manques pendant un petit bout, ben, si je le ressens encore. Okay. Fait que, tu sais, je peux jamais dire que je le ressentirai plus, mais, tu sais, justement, plus je le fais, mon corps devient habitué, puis plus fort, justement. Mais oui, la première fois, tu sais, puis c'est sûr qu'on prenait pas des gros, ben, on appelle ça des bumps, mais on tombait pas à terre de très haut, justement. C'était bien fait, on tombait, premièrement, on se mettait un peu accroupi, on se lançait en arrière, puis tu sais, un peu plus haut à chaque fois pour habituer le corps, justement. Fait, c'est ça. OK, avec une forme d'habituation. Ouais. J'imagine que c'est un peu comme, je me souviens quand j'avais commencé à jouer au football à dos, les premières pratiques, t'as des bleus partout, après ça, un printemps, on dirait que t'en fais moins. Ouais, c'est ça, ton corps se conditionne à ça, tu sais, comme toi, tu fais du kickboxing, tu sais, frapper d'impad, frapper ou tout ça, à un moment donné, tu te souviens que ton corps, il va s'habituer à ça. Fait que, tu sais, les gens qui t'offrent le premier mois, 2 mois, 3 mois de lutte, c'est parce qu'ils veulent vraiment le faire. Quelqu'un qui passe à travers, là, c'est parce que la douleur est là, mais c'est pas grave, je veux faire partie de la lutte, je veux lutter un jour. Fait que, tu sais, les parcours sont tous différents. Tu sais, moi, j'allais à Montréal toutes les 2 semaines pour apprendre avec Édouard Carpentier. Je veux dire, ça, c'est des sacrifices, c'est fou quand tu penses à ça. J'ai fait ça dans ma début vingtaine. C'était beaucoup d'argent, beaucoup je passais une journée, là. Je partais le samedi matin, je revenais le samedi en fin de journée, mais je passais 3 heures avec Édouard et ses élèves. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu fais, dans le fond, pour arriver à tes fins, puis éventuellement être en mesure de lutter. Ben, tu sais, là, nos étudiants à l'école de lutte à Gatineau, ils le vivent. Il y a des journées que c'est plus difficile que d'autres, mais regarde, persévérance, puis à un moment donné, c'est pas si facile. Les gens pensent que c'est pas si facile que ça. Tu sais, même les combats, c'est un spectacle, on planifie le scénario, mais il y a quand même un gros stress de pas se blesser, de pas blesser l'autre, de donner un bon spectacle aux partisans. Puis il y en a des blessures. Ah, toujours. Ben oui, hein. Toujours. Les combats qu'on finit court. Oh, il y en a. Il y en a. On fait attention, on est bien entraîné, mais il va tout le temps avoir des accidents qui peuvent arriver. Parce qu'on veut tellement rendre ça crédible, tu sais. Moi, j'aime mieux me faire frapper solidement que de me faire manquer par une coupe de pouce. J'ai été aujourd'hui au lutteur, je dis rentrez-moi dedans, je suis capable de le prendre. Fait que là, samedi, ils vont rentrer dedans. Fait que là, il faudrait que je dise autre chose, mais en tout cas, fait que, tu sais, ça, c'est ma façon. Moi, je suis fait de même. Dans le temps, Thunder, t'as fait comme ça, Picton, il est fait comme ça. Même Kazra, tu sais, des gars comme ça, ils veulent que ça soit surprendre les gens là, avec comme de la lutte, mais plus vraiment qu'un contact physique. Là, puis regarde, on sait ce qui s'en vient, mais on le prend pareil. Vous êtes nécessairement 2 générations bien différentes qui ont connu la lutte dans des époques différentes. C'était quoi, toi, ton introduction? C'est par ton père à la lutte? Ben, en fait, là, ça me ramène vraiment loin. Des fois, j'y pense, justement. Puis, je me rappelle vraiment de moi, très petit, être dans l'auto avec mon père, aller à Montréal, justement, pour aller, je pense, pratiquer avec Jacques Rougeau pour les spectacles. Puis, justement, dans ce temps-là, je comprenais pas vraiment. Tu sais, moi, j'étais juste, mon père m'amène à quelque part, puis je passe la journée là, puis je fais rien. Mais des fois, justement, j'allais voir un peu c'était quoi. Puis, tu sais, je voyais tous les gars, c'était tout... Parce que, tu sais, il y a souvent plusieurs manières de faire un match ou un gala de lutte. Puis la façon à Jacques Rougeau, c'était vraiment de donner un beau spectacle. Puis c'était souvent bien coordonné. Puis moi, je voyais ça, puis j'étais vraiment épaté, justement, parce qu'après ça, moi, j'allais voir les vrais galas, les vrais spectacles, puis je revoyais les mêmes choses. Mais justement, ben c'est sûr que, justement, on est 2 générations différentes, mais justement, il était tout le temps là à la maison à regarder la lutte, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Macho Man, tous ces gars-là, justement, ben c'est pas mal là-dedans que j'ai grandi. J'ai jamais été un fan fini de la lutte. Même comme un moment donné, quasiment, je me disais, genre, je vais faire ça de ma vie, ça me tente pas. Tu sais, même il m'a essayé, ben, peut-être à 8 ans, 9 ans, il m'avait, je pense on allait m'essayer peut-être, mais je voulais rien savoir. J'étais comme quasiment tanné parce que, chose aussi à savoir, chez moi, il y a une salle dans son petit bureau où est-ce qu'il y a que des figurines de lutte. Il y a que ça. Puis, justement,
Fait que c'est ça, on dirait, ben justement, à un moment donné, j'ai commencé à pratiquer, puis c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai vraiment manqué quelque chose. J'ai raté ça, tu sais, j'ai passé à côté de quelque chose de fou. OK. Ben, une fois que tu y as goûté, dans le fond, c'est là que c'est. J'ai compris un peu pourquoi il faisait ça. Ah, OK. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est une des raisons pour laquelle je trouve ça intéressant de vous recevoir, c'est parce que vous autres, c'est une histoire de famille, ce qui fait une particularité de plus, que c'est comme moi, j'en connais pas d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais j'en connais pas nécessairement. À part les Rougeaux, évidemment, 3 frères. Là, fait que, tu sais, j'imaginais que votre vécu était différent, puis là, tu me le confirmes. Toi, c'est quoi ton introduction à la lutte? Moi, mes parents n'aimaient pas ça du tout. Mes parents voulaient... on avait une télévision à la maison, puis il fallait vraiment que je négocie avec mes parents pour être en mesure de regarder le Saturday Night Main Event qui passait une fois par 6 semaines à 11h30 le soir. Il fallait vraiment que je prépare mes parents puis que je fasse tout ce que j'avais à faire 6 semaines consécutivement pour avoir le droit de monopoliser la télévision pour l'enregistrer. Puis j'ai encore ces cassettes aujourd'hui. Fait que, tu sais, mon introduction, ça a été d'aimer la lutte. Dès mon jeune âge, mon oncle Daniel m'amenait, parce que mes parents n'aimaient pas la lutte, fait que c'est mon oncle qui m'a introduit à la lutte à l'Arena Robert-Gartin. Au Centre civique Ottawa, pour la WWF, j'ai vu Hogan la première fois de ma vie. Donc, c'était ça, mais je n'avais pas de place à Gatineau que je trouvais. Fait que, tu sais, c'était un rêve, mais finalement, qui aboutissait pas. J'avais même contacté Jacques Rougeau. J'avais eu un accident en me rendant là, que mon auto j'avais cassé mon bras. Tu sais, j'étais supposé le rencontrer. Je pensais que j'étais prêt pour la lutte. J'avais jamais fait de lutte de ma vie. J'aurais été reviré de bord assez vite. Puis finalement, vers la fin, vers 95-96, j'ai eu connaissance d'une compagnie à Gatineau qui avait une école de lutte. Puis j'ai commencé. C'était plus dur, tu sais, que Mathias, lui, son père est là-dedans, tu sais, puis j'ai pas tellement mis de l'emphase dessus parce qu'il joue au hockey, puis moi, jamais mieux qu'il joue au hockey. C'est un sport d'équipe, puis j'aimais bien ça. Mais c'est quand il m'a accompagné en 2023 qu'il a réalisé que c'est le fun de, tu sais, la foule, puis c'était un beau spectacle. Fait que, tu sais, il est comme un peu chanceux parce que lui... c'était là pour lui déjà pour commencer. Puis déjà, on a des gros galas parce que moi, quand j'ai commencé, là, je luttais devant 150, 200 personnes. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'on fasse des galas à l'Arena Gartin avec la CPW dans le temps. Mais ça a été ça, là, vraiment, là, l'école, la compagnie de lutte à Gatineau qui nous a donné notre première chance. Dan Gervais, Gussoriol, René Bastien. C'est là qu'on a commencé Thunder, Crusher. Mathieu, l'arbitre, là, a commencé là en même temps. Fait que, tu sais, ça a été ça mon introduction. J'ai gardé ça, j'ai inclus après ça avec Édouard Carpentier à Montréal pour améliorer ma performance. Puis j'ai lutté pendant plusieurs années jusqu'à temps que j'arrête. Et puis j'ai le goût de recommencer, justement parce que mon garçon, Mathias, il avait 5 ans. Puis je voulais recommencer différemment. Tu sais, la lutte comme sous-sol d'église, ça me tentait moins. Là. Je trouvais ça violent. Puis à un moment donné, je me disais, je trouvais ça un peu plate comme lutte. Puis j'avais été attiré avec les galas spectacle Jacques Rougeau. J'ai commencé en 2010 pour Jacques. Puis j'étais surtout fier. Ma fille m'avait vu lutter, mais pas mon gars. Puis tu sais, c'était spécial à Gatineau quand on a fait le combat. Puis mon gars était premier rangé en avant. Là, je l'ai fait embarquer dans l'arène. Puis tu sais, pendant ces années-là, j'ai travaillé avec Jacques pendant 8 ans. On a travaillé avec Derek. Puis ensuite, on a acheté son arène. Puis on a commencé à GPW. Fait que parcours différent de Mathias. Mathias, au moins, il est comme né un peu là-dedans. Fait que c'était plus accessible pour lui. Il n'a pas eu à faire des grosses recherches que c'était là. Puis on a une école bien établie, on a des beaux galas, on est bien implanté en Outaouais. Fait que tu sais, ça aurait été fun que ça soit le même pour moi. Puis il a fallu que je travaille un petit peu plus fort pour trouver les promoteurs, puis trouver l'école de lutte. Puis c'était moins populaire un peu qu'aujourd'hui, mettons. Ouais. C'était quoi ton premier match? Ben dans le fond, j'imagine que comme accompagnateur, t'as dû. Je sais pas. J'ai la misère à me souvenir un petit peu comme moi quand j'ai commencé à vous filmer. Moi, c'est que vous étiez dans tout ça. Mais je peux imaginer que comme accompagnateur, tu intègres Mathias tranquillement à tu vas aller intervenir, mettons, à tel moment ou tout ça, avant de dire tu vas faire un combat juste pour toi. Oui, ben, je me rappelle la première fois que j'ai fait quelque chose, c'était au Festival des Montgolfières. Okay. Je pense la première ou deuxième année. Puis vraiment, c'était tout simplement faire les nunchakus dans notre entrée avec mon père. C'est la première fois que j'étais sur le ring, au centre de l'attention de mon père, devant tout le monde. Ça peut pas paraître... combien de monde?
peut-être 80, 50 personnes, même pas, là. Mais tu sais, vraiment, il aurait pu avoir 20 personnes, puis j'aurais été stressé pareil. C'est tellement pas la même chose d'être à l'extérieur du ring, puis être dans le ring, où est-ce que là, le monde te regarde. Puis comme tu as dit, justement, plus ça l'avançait, plus il m'impliquait dans le match, il me faisait faire quelques petites affaires, par exemple, tu sais, des fois, juste monter dans le ring, juste lever leurs mains, des affaires même, les nunchakus. Des fois, ça commençait à être peut-être un spear, des petites manœuvres comme ça, mais pas pour aller trop loin. Mais justement, à un moment donné, j'ai eu mon premier match, je pense que c'était en 2023, en octobre. Étais-tu là, ça? Oui, vous étiez là, oui. Puis c'était contre Lance, là, justement. Ah, OK. Ouais. Puis c'était à Hall. Ouais, tu portais tes pantalons. Oui, c'est vrai, c'est la fois des pantalons. Ça, Marco est encore sur son dos à chaque gala. Ça, c'était fou. Puis il était bon parce qu'il frappait de la droite puis il tenait ses pantalons de la gauche. Non, mais pour vrai, moi, je me souviens d'avoir dit comme genre, il était bon parce que, tu sais, comme. C'est ça. T'as un problème de costume pendant un combat, c'est pas évident à gérer. Non. Dis-toi, c'est mon premier combat à vie devant autant de monde parce que, tu sais, lui, justement, il disait que c'était devant 100 personnes, tout ça. Là, il y avait beaucoup de monde. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, t'es sûr que tu me vois prêt à faire ça? Puis vraiment, tu sais, justement, j'étais stressé à un tel point. Puis encore là, on n'en a pas encore parlé, mais tu sais, quand justement, t'es en arrière du rideau, tu as le stress qui embarque, tout ça, mais dès que tu fermes les yeux, dès que tu traverses le rideau, ce stress-là part, c'est l'adrénaline qui embarque, puis c'est souvent ça, je pense, que les lutteurs cherchent à avoir à chaque combat, mais justement, c'est ça qui s'était passé, mais là, quand j'ai fait la manœuvre, j'ai vu que mes pantalons s'étaient rendus lousses. Là, j'ai jeté un coup d'œil, puis là, j'ai vu, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, justement, là, je commençais à entendre le monde « Enlève-les! Enlève-les! » Ah, pour vrai, je me souviens pas, j'ai pas entendu la crowd. Parce que l'affaire, justement, c'est pas que j'avais rien en dessous, mais j'avais des combines de hockey, justement, puis c'est très moulant. J'étais comme pas trop à l'aise, tu sais. J'ai comme, c'était en avant. Les lutteurs en spandex, on en a vu un peu Non, ça n'était pas super. Non, mais tu sais, comme premier match, j'étais vraiment pas à l'aise. Fait que là, vraiment, on me voit pendant le match, juste vraiment faire un move puis aller rattacher mes culottes. Parce que c'était des pantalons de ski, je pense. Ou quelque chose comme ça, là. Fait que, mais c'était pas tes pantalons noirs et blancs? Non, c'était vraiment des pantalons de ski Nike, je pense. Puis tu peux les arracher comme ça. Fait que plus jamais. Plus jamais. Direct quand je suis arrivé en arrière du rideau, ils ont dit « Enlève-moi ces pantalons-là, va t'en prendre des nouveaux. » Ça, j'ai fait. Puis aujourd'hui, justement, je lutte avec des meilleurs pantalons qui se déchirent pas. Quoi qui tient bien. Ah ouais. Mais ça, c'était pas de la petite bière, là, t'as envoyé contre Lance, là? Ah non, mais... T'sais, encore là, justement, c'est vraiment un vétéran. Puis, comme premier match, je suis vraiment fier. J'ai rien à dire sur le match. Oui, c'est sûr que c'était assez rough parce que je sais pas si t'as vu un peu c'est quoi le move set de Lance, c'est un peu les moves qu'il fait. Il y a le spear, justement. Fait que c'est sûr que ça fait mal. Marco à chaque fois, la lance, oh my god, ça je pourrais pas me l'enlever de la tête, la lance, mais non, c'est sûr, mais encore là, je suis vraiment fier, puis c'est vraiment ça, là. T'as-tu résisté as-tu résisté à l'idée quand ils l'ont proposé, quand t'as-tu fait comme peux-tu commencer avec quelqu'un d'autre ou pas dans le sens où est-ce que c'était Lance, genre, c'était juste en mode, vous êtes sûr que je suis prêt, comme, me semble. Mais peut-être dans ton développement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que ça faisait longtemps que je les accompagnais, que je pratiquais. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut bien commencer. Tu sais, si je suis tout le temps là à dire « Oh non, une autre fois, ben... » Tu te mettre les pieds dedans. Là. Voilà. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis fier comme match, puis encore là, je venais de commencer. Fait que mon match, je l'ai pas autant enjoyé, parce que j'étais là en mode « OK, il faut faire ça. Ah oui, c'est là. » Mais c'est sûr que là, tu vois, en ce moment, j'essaie de plus profiter, d'aller chercher la crowd, d'aller chercher des réactions, de regarder dans le crowd directement dans les yeux de quelqu'un pour qu'ils disent « Mon Dieu, je m'attendais pas à... Pourquoi il me regarde? Comme, il n'est pas supposé, là, il est supposé regarder le match. » Tu sais, mais c'est ça, je suis quand même vraiment fier. Tu te souviens-tu du feeling de rentrer pour la première fois, l'accueil que tu as eu? Ah, mon Dieu, ben oui, c'est sûr. On dirait, en arrière des rideaux, j'avais aucun moyen, tu sais, j'entendais la musique, j'avais aucun moyen d'extérioriser ça. On dirait la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est juste, genre, sauter le plus haut que je peux. Puis c'est ça que je fais à chaque gala maintenant. On dirait que je peux pas m'enlever ça. On dirait que ça l'enlève un gros stress.
Ça dépend, je sais pas comment, ça s'explique pas, je sais pas. Mais je m'en souviens un peu, oui. Okay. Mais c'est sûr que justement, vu que c'était mon premier match, tout va vite dans ta tête, puis t'essayes juste de faire en sorte que ça soit parfait. Mais oui, c'est sûr que c'était vraiment le fun. Je me souviens, puis c'est resté depuis que la foule qui t'a accueilli, j'ai fait « Oh! » Le monde avait hâte de voir Mathias en action. Comme je dis, le monde aime Mathias dans la région, là, c'est clair. Ben, c'est sûr, j'ai eu de la chance justement de les accompagner, puis ça a pris du temps, puis j'ai eu beaucoup... Ouais, il y a un build-up à ça. Oui, il y a un build-up. Puis il y a eu Slush Puppy où est-ce que c'était justement lui contre Lance. J'ai justement fait des choses dans le match, j'ai fait des petits moves, des petits trucs. Fait c'est sûr que ça l'aide vraiment à avoir une histoire. Mais oui, justement, le monde me connaissait quand même depuis un petit bout. Puis c'est sûr qu'avec mon père, ça l'a aidé. Mais oui, c'est sûr que c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Justement, tu sais, voir mon père lutter depuis que je suis tout petit puis me rendre à ce point-là, c'est là où est-ce que je comprends pourquoi il fait ça depuis toujours. C'est... Ouais. Toi, comment tu as trouvé ça de voir dans le ring à son premier match? Ben, j'ai trouvé bon parce que, comme on mentionne, le build-up pour ça, lorsqu'il nous a accompagnés en 2023, tu sais, tu peux apprendre bien des choses, un gars, pour faire de la lutte, mais le charisme, ça s'apprend pas. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Puis, tu sais, moi, je l'ai sur une échelle de 10, peut-être à 6 sur 10. Mais, tu sais, Mathias, c'est à 10 sur 10 sur le charisme. Fait que ça, c'est attachant. Le monde s'identifie à ça. Sa façon d'aller chercher la foule. On a l'impression, quand il se bat, que tout le monde dans la place veulent qu'il gagne. Là, absolument. Fait que ça a été très bon. Son match contre Lancelot, c'était dans l'histoire. C'était vraiment comme... Fallait que Mathias batte Lancelot pour que j'ai une chance à son titre. Puis ça avait été un méchant bon combat. Puis malgré le problème avec les pantalons, il a géré ça super bien. Il a fait un bon match. Il a fait son offensive était bonne. Sa défensive était excellente. Fait que non, j'étais bien fier. Je trouvais qu'il était très, très bon. Puis, tu sais, il a appris extrêmement vite, là. Du moment qu'il a commencé à faire de l'arène, tu sais, en une semaine, il tombait de la bonne façon. En une semaine. Ça, on parle de tomber sur le dos, de faire sa roulade avant, de courir les câbles, c'était naturel. Il y en a plusieurs comme ça, là, à l'école de lutte, que c'est naturel. Kazra, c'est naturel. Justin Rush, Flamingo, Alex Mercury. Je ne veux pas n'oublier Connor, le jeune Connor, c'était assez naturel aussi. Fait que quand t'as quelqu'un de naturel comme ça, si jeune, il avait 17 ans, quand il a fait son premier match, les gens n'ont pas le choix d'embarquer derrière, d'encourager. Puis quand tu vois la foule encourager mon fils, ben, c'était sharp. J'ai bien aimé. Puis depuis ce temps-là, il fait tout le temps des excellents matchs. Vraiment, au point que là, la semaine passée, il était... je pense pas qu'il puisse y être, là, mais tu sais, Marc Blondin, qui était l'animateur de la WWF dans les années 80-90, qui faisait la job francophone pour la WWF, ben, il a sa compagnie, lui, dans le coin de Montréal, Simmania, ben, il a fait appel à Mathias. Il y avait un gars qui était là en fin de semaine, qui lui a suggéré Mathias, puis là, ben, il voulait avoir Mathias le 23 mai. Fait que, tu sais, ça commence, là. Il va commencer à avoir des demandes d'aller lutter un peu partout, là. Puis, justement, une autre petite affaire que je me rappelais, justement, quand j'étais petit, justement, quand je m'en allais voir les galas de Jacques Rougeau, il y avait mon père. Je me rappelle le petit moi prendre des photos avec les lutteurs. Je me rappelle le Spider-Man. Il y avait un prisonnier. Il y avait un gros gars avec un gros masque qui faisait peur. Un clown, tout ça. Puis là aussi, ce que j'aime vraiment, c'est voir un petit gars venir vers moi puis me demander, à moi, un gars qui va au cégep, un gars qui travaille comme tout le monde, me demander, je peux-tu prendre une photo avec toi? À chaque fois, ça me fait tellement plaisir. J'essaie tellement, même si dans 3 mois, ils regarderont même plus la photo, j'essaie d'en profiter le plus possible parce que c'est vraiment quelque chose de... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment fou. Juste ça, là, c'est... Ouais. Tu dis dans 3 mois, peut-être qu'il pensera plus ou je sais pas quoi, mais sur le moment, pour lui, c'est important. Là, ouais. Puis l'attitude que tu vas avoir envers cette personne-là aussi, ça va y rester beaucoup plus que la photo ou quoi que ce soit. Là. Le contact humain qu'il va avoir avec tu sais, encore là, justement, j'ai beaucoup appris de lui, mais tu sais, à chaque gala, j'essaie de dire bye au monde. Tu sais, des fois, c'est sûr que c'est compliqué parce que là, des fois, le monde, ils ont peut-être pas le sens que, tu sais, tout le monde veut nécessairement te parler puis te dire de quoi tes amis, ta famille, mais c'est toujours important, peu importe qui, de dire merci d'être venu parce que chaque personne compte.
Si tu ferais pas ça avec personne, personne viendrait. Fait que c'est sûr que c'est important, justement, les photos, jamais dire non. Quelqu'un te demande quelque chose, tu y réponds, jamais ignorer personne. C'est pas parce que t'es un lutteur qu'il faut que tu te prennes pour quelqu'un d'autre. T'es une personne bien normale, t'es un être vivant, comme tout le monde. Donc, t'es pas meilleur que les autres. Fait que c'est juste ça qu'il faut toujours garder en tête. Il y a un contexte spécial, je trouve, entre puis je l'ai remarqué parce que, mettons, quand on prend la pause à l'entraque, souvent, je vais à la salle de bain puis je vois où il y a les lutteurs parce qu'il y a moins de monde là. C'est plus facile pour moi, mais il faut que je passe à travers tout le monde. Puis à chaque fois, tout le monde est là, même ceux qui sont de l'extérieur, ils prennent leur temps, sont sur le côté. Puis c'est spécial parce que vous êtes super accessible, fait que vous êtes humain, là, comme tu disais. T'es comme n'importe qui d'autre, tu sais. Super accessible, puis en même temps, vous êtes un personnage après sur le ring, tu sais. Puis on dirait que ça dérange pas le monde. C'est quand ils vont embarquer dans l'histoire pareil, ils vont embarquer dans le personnage pareil, même s'ils vous connaissent bien. Ça, je trouve ça spécial. Non, puis ça, c'est tout le temps important d'être proche, puis on le fait tout. Là. Comme tu dis, même les gens de l'extérieur, on est tous pas mal fait comme ça. Quand on fait de la lutte, on a un personnage, qu'on soit vilain, qu'on soit sur le côté des bons, on apprécie les partisans. Le vilain, il veut se faire ruer, il va être bien content. Si on a une foule silencieuse, là, c'est ça le pire. C'est le pire. Puis si on n'a pas de foule, ça, c'est encore pire. Fait que moi, à chaque gala, je m'en vais à la porte avant que les gens quittent, puis je m'efforce de dire merci à tout le monde, donner la main à tout le monde. Puis pendant l'intermission, comme tu dis, ben, même le gars qui est méchant, ben, il va prendre des photos pour le bien des personnes, des enfants présents. Après ça, il remet son chapeau de personnage, puis il continue. Puis les gens en sont conscients. Mais comme Mathias dit, quand il y a un jeune, ou même, j'en ai qui sont plus vieux qui viennent me voir pour des photos ou des signatures, moi, je le dis toujours, on est toutes des personnes normales, mais pendant 20 minutes, pendant un samedi par mois, on devient des personnages qui font en sorte que des gens veulent. Tu sais, quand je vois IGA, je ne signe pas d'autographe, je ne prends pas de photos avec le boucher. Là. Mais quand GPW, le monde veut des photos avec la Crow Familia. Puis, tu sais, on a même des fans, là, Annick, on va nommer Annick C, mes calendriers de carrière, Laurie C, puis Sean C. Cloutier, je sais qu'il va regarder l'émission. Sean C, t'as besoin de la regarder. Eux autres, à chaque gala, une photo. À chaque gala. Fait que pour moi, ils doivent comparer ma peignure de mai à juin. Puis, mon Dieu, journée-là est un petit peu plus gras, moins gras. Ben, en tout cas, j'y remercie parce que sans les partisans, on n'existe pas. T'sais, sans les bénévoles, sans les commanditaires, sans le TVC, c'est tout ce monde-là qui sont tellement importants. Mais l'accessibilité, c'est tellement important parce que souvent, dans les spectacles, puis tu sais, la qualité des lutteurs qu'on a, là, nous, là, tu sais, on avait Ian Harrison, on a Jesse V qui s'en vient, Jeremy Prophet, le géant Orion, Picton, c'est tous des lutteurs de haut niveau que oui, s'ils performent puis ils deviennent dans WWE, ils vont être moins accessibles. Mais c'est quand même des super bons athlètes aujourd'hui, mais ils le sont accessibles. Ça, c'est important de le faire parce que pour les gens, les partisans, c'est le fun de voir ton héros performer dans l'arène, mais quand tu sais que tu peux le rencontrer après, prendre une photo, avoir une signature, ça rend tout ça le plus plaisant pour le... Ben ouais, c'est clair. On a parlé de personnages. D'où ça vient, The Crow? The Crow, oui, ça, il faut le mentionner. C'est The Crow, ce n'est pas Sting. Parce que moi, quand j'ai commencé le personnage de Crow... Sting de WWF de l'époque. Moi, c'est clair qu'il avait pris le personnage de The Crow. Du film de Crow ou du mien, peut-être, qui m'avait vu lutter à Montréal. Mais non, moi, ça m'a déçu. En tout cas, les gens qui... non, moi, ça a été... C'est Eric Draven du début. Moi, j'ai adoré quand j'étais jeune Bruce Lee. Je me suis fait tatouer Bruce Lee sur l'avant-bras et je me suis fait tatouer son fils sur l'autre. Alors, j'ai la famille. Fait que... Puis l'autre bord, c'est... L'autre bord, c'est Heath le Joker. Fait que, tu sais, pour moi, j'ai tellement adoré Bruce Lee. J'ai commencé à faire des nunchakus à cause de Bruce Lee. Le film Crow, en 94, ça a été le film que j'ai aimé le plus. La façon que James O'Barr avait créé le personnage, la façon qu'ils ont filmé, le fait qu'il soit décédé pendant le tournage, ça rend tout ça plus... puis écoute, moi, j'ai toujours pensé, je veux faire de la lutte. Je fais de la lutte, ça va être ce personnage-là. Puis ça a été de 96 à 2026. On ajoute des fois la momie, tout ça, mais c'est tout le temps été de Crow du début à la fin. Puis c'est ça, c'est l'amour pour la famille. La tragique histoire de Bruce Lee qui est décédé à 33 ans dans son sommeil après avoir tourné Enter the Dragon. Puis le décès de Brandon Lee pendant le tournage du film de Crow fait en sorte que moi, j'ai adoré le personnage depuis le début. Je trouve que ça fait un petit peu... mystérieux, tu sais.
un moment donné, j'avais même une poupée, j'amenais un corbeau ringside quand j'étais plus dark, tu sais, puis je parlais au corbeau, tu sais. Mais j'aimais ça, puis Mathias, il a embarqué dans le personnage. On a fait la famille, Crow Familia. Puis je trouve que... Mais c'est un hommage vraiment à Bruce Lee et Brandon Lee. Ça n'a pas rapport du tout avec le lutteur Sting, Steve Borden, qui l'a fait, lui, en 96-97 à la WCW. Puis, sauf des gens, parfois, vont dire « Ah, un imitateur de Sting. » Non, non, non. Ça n'a aucun rapport avec Sting. C'est The Crow, puis ça va toujours être. Puis c'est le premier film. Les autres films après, moyen. Ouais. Le remake qu'ils ont fait, je l'ai pas regardé. J'ai regardé par curiosité. Je veux même pas. Mais j'aurais pas été le voir au cinéma. J'aurais pas encouragé financièrement la production. Ouais. Mais nul, puis tu touches pas à ça. Le premier film, le gars est décédé. Il est 100 fois meilleur que ce qu'ils ont refait. Fait que tu touches pas à ça. Fait que ça vient de là. Il y a des films cultes que tu peux pas toucher. The Crow en est un. Ah non, tu peux pas... Tu peux ajouter des séquelles, des suites, mettons, des histoires qui sont pas... correct, comme qu'ils ont fait, le deuxième, troisième, ils ont fait une télésérie, mais de dire on va refaire le premier, là, oublie ça. Non, non. As-tu connu la bande dessinée avant le film? Non, j'ai connu le film. La bande dessinée, après ça, la bande dessinée est beaucoup plus dark. Puis j'ai rencontré James O'Barr au Comic-Con à Niagara Falls. Ça, j'ai aimé. J'ai pris... c'est drôle. J'ai fait signer une couple de trucs du film de Crow. OK. Puis là, j'ai montré mon tatou, j'ai montré mes photos de lutte. Puis je m'en allais. Là, j'étais avec Stéphane, justement, Wolf, là. Ouais. Puis là, je le cherchais. Puis là, à un moment donné, je me fais taper sur l'épaule. C'est James O'Barr. OK. Puis il dit Let's take a picture. Fait que lui, il a pris une photo avec son cellulaire, puis moi, je n'ai pris une... J'avais même pas pensé à ça. T'étais-tu en maquillage ou... Non, j'étais pas en maquillage. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça fin, parce que lui, je pense, en une minute, pendant qu'il signait mes affaires, je lui ai dit que son personnage m'avait influencé, j'ai montré le tatou, j'ai montré les photos de lutte. Fait que c'est comme... J'ai pas demandé de photos, tu sais. J'étais tellement comme content de le rencontrer que j'avais oublié ce bout-là. Puis c'est lui qui est venu me repogner après pour dire hey, cool. Fait que j'ai trouvé vraiment gentil, ce monsieur-là, ouais. J'ai rencontré une couple de reprises, puis grâce à lui, ben, tu sais, ça a fait en sorte que ça a développé la franchise, mais surtout le premier film, là. Je le regarde de temps en temps, là. Moi, une fois par année, il faut que je regarde. Ouais, je l'aime bien. Mais juste la trame sonore. Ah, ouais, j'écoute le soundtrack souvent. Ah oui, c'est bon. Le Cure, la chanson de Cure. Burn. Puis, depuis Nine Inch Nails, de Dead Soul, c'est tellement bon, c'est tellement bien tourné. Ah non, si vous n'avez pas vu ça, The Crow, le 1994 avec Brandon Lee, regardez ça ce film. Ça tient encore. Ça tient encore comme film facile. Ah non, c'est sûr. Ah non, c'est très bon. C'est tellement bon. Fait que non, ça vient de là, puis c'est encore là, puis je vais prendre ma retraite sur ce personnage-là. OK. Mais c'est pas Sting, c'est Eric Draven. Peut-être bien du monde qui pense que c'est Sting plus que The Crow? Ben, surtout quand... Dans le domaine de la lutte, peut-être? Dans le domaine de la lutte, fin 2000, début 2000, surtout dans ce temps-là. Ah, OK, ouais. Je passais plus pour quelqu'un qui imitait Sting. Encore aujourd'hui, des fois, je l'entends. Mais je pense que la longue run, le long terme que j'ai fait de 96 à 2026, c'est 30 ans, je veux dire. Puis il y a comme une base du film Le Corbeau, de Crow à la base. C'est pas, on a eu la même expérience, Sting et moi. On a aimé le film. On a voulu faire un personnage par rapport à ça, mais lui, il a changé plusieurs fois de personnage. Moi, j'ai tout le temps demeuré le même. Fait que... Mais probablement que lui, il n'aurait pas pu, là où il était, de prendre le nom, de toute façon. Là. Il y aurait eu des questions légales derrière ça. Là. Ouais, je sais pas au niveau-là, là, mais... Tu sais, il était exceptionnel. T'sais, comme là, Mathias, je trouve qu'il représente bien. Il était en forme. T'sais, moi, quand j'ai commencé en 96, dans les années 2000, j'étais vraiment en grande forme. T'sais, j'ai des photos que j'avais une ressemblance à Brandon Lee dans le film. Là, mais Mathias, je trouve qu'il... Mathias, il ressemble en oui, mais c'est ça. Il y a des fois, là, je regarde des combats où je regarde ta face que tu vas faire, puis je fais comme... ben ouais, c'est weird comment tu peux y ressembler. Ouais. Puis même Brandon, mettons, pas de maquillage, là, t'es pas loin. C'est weird de même. Ouais, c'est vraiment bizarre. Si tu regarderais le film un peu, des fois, peut-être tu pourras pogner peut-être des petites airs. T'as pas vu le film? Ça. Ben, oui, parce que je vois quelques bouts, mais pas plus. Mais regarder. Fais-moi plaisir, assis-toi. Écoute-le avec un bon système de son là, ou des écouteurs pour que tu entendes bien la trame sonore. Là. C'est impeccable. C'est impeccable. Juste le timing de comment il utilise la musique dans ce film-là. Ah oui. Ouais. Comme c'est vraiment, là, tu peux pas avoir une meilleure chanson dans une meilleure scène. Puis tu sais, des fois, les films, il y a des tunes choses, ça a l'air forcé. Ils ont comme forcé une tune dedans. Ça, là, non.
C'est comme la toune est faite pour scène. Là. Ah oui, tout. Même qu'à la fin, quand il est sur la table de conférence, puis l'autre est en dessous de la table, puis l'épée, là, puis juste le regard, puis t'entends une musique sombre. Là. Ouais, mais t'as la musique du band en bas, dans le fond, qui devient la trame sonore. Oui, non, écoute, c'est comme tu dis, tout le mélange de tout, là, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Pour moi, ça a été Puis tellement un film difficile à faire, là. Ça a été l'enfer sur toute la ligne. Rajoute à ça la mort de Brandon. Tu sais comment est-ce qu'il est mort? Ouais. Une balle... Une balle, ça devait être un blank. Puis, en fait, c'est un. Comment que ça peut se faire, ça, d'un plateau de tournage, je veux dire? Ben, eux autres, un des problèmes, c'est qu'il n'y avait pas de. Il y avait l'habitude de faire un spécialiste d'armes. Il n'y en avait pas sur le plateau. Wow. Fait que là, ils ont pris. Il y a un bon livre là-dessus, je pourrais te le passer si tu veux, ou te le suggérer, mais. Puis ça regarde toute la production du début à la fin. Là. C'est comme un bon ouvrage, j'ai envie de dire 300-400 pages. Sur ce film-là? Juste sur le film. Wow. Ouais, c'est vraiment bon. J'aurais dû l'emmener. Le seul défaut chaud du livre, c'est que je trouve que l'auteur, elle se répète un peu. Okay. À un moment donné, comme tu relis des affaires, tu dis, OK, ouais, mais tu l'as dit. Là. Ouais. Mais c'est ça, puis elle l'explique en détail. Là, puis tu sais quelle scène? Je pense que c'est pas celle dans le bar. Non. Avec parlé. Je sais pas. Je pense pas celle dans l'hôtel, quand il va voir dans l'hôtel le blond, là. Ouais, j'ai toujours pensé que c'était ça, moi. C'est pas ça, non? Non, c'est pas ça. Qui est Funboy. C'était pas avec Funboy. C'était pas avec Funboy. Puis moi aussi, je pensais que c'était là. Donc, ça a dit être à la club des conférences avec toutes les... Même pas? C'était mon deuxième yes. C'était même pas ça. C'est plus plate que ça. Puis c'est fucké. Excusez le terme. Mais c'est la scène quand ils ont fait le flashback où est-ce qu'il se fait tuer dans l'appartement alors qu'il est en Eric Draven. Il se fait tirer, puis après ça, il tombe en... Originalement, il se faisait tirer. Ils l'ont changé justement à cause qu'il est décédé là. Ils l'ont changé pour le couteau que l'autre lance. Oui, puis là, il tombe à genoux, puis là, il le projette par la... c'est pour ça aussi que tu le vois de dos quand il se fait tuer. Ils n'ont pas voulu montrer ça de face. C'est pété, hein? Méchante erreur. Ouais, c'était une erreur parce que c'était le deuxième crew, là, je m'excuse, là, je geek out, là, mais c'était le deuxième crew parce que c'était sa deuxième unité de tournage qui tournait des scènes avec les méchants, avec les guns. Wow. Ils ont mis il y avait des blanks, il y avait des c'était pas des lives, mais c'était, tu sais, quand tu prends une cartouche, tu as besoin de voir des fois dans le revolver que c'est une vraie cartouche que tu mets, tu sais. Ouais. Là, il y avait ça. Puis pour les ce qu'ils ont fait, c'est que pour les vider, ils ont ouvert des vraies balles, ils ont vidé la poudre, puis ils ont remis la balle dans le fond. Puis il y en avait juste une petite quantité qui est restée sur une. Fait que là, ils shootent. La balle s'est en allée dans le canon. Puis là, après ça, quand ils sont arrivés, ils ont mis des blanks 2 semaines plus tard pour tourner la scène qui se fait tirer dans l'appartement. Là, la blank, c'est de la poudre. La poudre a fait sortir la balle qui était dans le canon depuis 2 semaines. Fait que l'arme n'a jamais été checkée. Il y a eu plein d'erreurs de même. Mais il n'y avait pas justement ça. D'habitude, tu es un spécialiste des armes. Là, ils ont pris... Là, j'essaie ça serait à vérifier ce que je vais dire, là, mais ils ont pris comme tu sais ceux qui s'occupent des décors tout ça, là, dans le fond, c'est eux qui s'occupaient des armes. Puis là, il est arrivé cette erreur-là. Pété, mais puis quand il se fait tirer, là, écoute, j'en ai eu des frissons quand j'ai lu, mais ça prend super du temps avant qu'il réalise qu'il s'est vraiment fait tirer parce qu'il pense qu'il joue. Fait que, est-ce que tu sais, il rentre avec ses sacs d'épicerie. Puis ils avaient mis des pétards dans le fond pour que le sac d'épicerie burst, puis aussi sur lui pour que ça fasse un éclat de sang, dans le fond. Fait que là, comme il fait sa scène, tombe sur le dos, puis là, comme, OK, cut, nanana. Brandon se lève pas, puis Brandon, il faisait bien des jokes, ça a l'air du temps, il fait le comique souvent, c'est en set, puis là, il pense qu'il niaise, tu sais, tout ça, parce qu'il n'y a pas de sang, il voit pas. Puis ça a pris du temps avant qu'il trouve même, qu'est-ce qui se passe, et où la blessure, puis tout ça. Le paramédic qui était là, trouve pas sur le coup, puis tout ça. Écoute, ça a été là, toute une affaire spéciale. Quand j'ai lu ce chapitre-là, là, j'ai eu de la misère à dormir ce soir. Oui, méchant, en tout cas, c'est triste. C'était vraiment des fois, je pensais, c'est-tu comme un malheur qui était comme sa famille, parce que Bruce Lee est décédé dans son sommeil à 33 ans, parce que Bruce, dans le temps, il avait commencé à faire du Jeet Kune Do aux États-Unis, puis c'était contre la volonté des Orientaux. Parce que ça devait se transmettre seulement en famille, puis c'était pas supposé être enseigné. C'est ça. Puis lui, un autre film que je recommande, c'est le film Dragon avec Jason Scott Lee, qui est très bon. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je me dis, c'est-tu... Ben non, parce que sa fille Shannon est toujours vivante. La sœur à Brandon, puis Linda, la mère, est toujours vivante. Mais tu sais, j'ai comme pensé, je trouvais que c'était bizarre que les deux décèdent si jeunes. C'est vraiment spécial. Hein. Je sais pas quel âge qu'avait Brandon, je me souviens pas. Il était dans sa vingtaine, 26, je pense. Il s'en allait se marier. Oui, parce que c'est des... quelques mois de se marier. Ah oui, non, c'est triste. Triste, vraiment. Là, moi, je l'adorais, cet acteur-là. Ça a laissé une marque. S'il ne décède pas, le film est encore bon, mais je trouve que le fait qu'il est décédé,
Moi, c'est ça qui m'a marqué de ce film-là, c'est que le fait qu'il est décédé, puis là, j'ai vu comment ils l'ont fait avec l'ordinateur, puis qu'ils ont pris un gars qui ressemble. En tout cas, fait que non, moi, ça m'a marqué, puis c'est depuis 30 ans plus tard, c'est encore, je mets le même maquillage, puis ouais, mon gars aussi. On est là, excuse, là, on geek sur un film de ton père. Moi, je l'ai vu, je pense que je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma dans 94, je pense que c'était. Au cinéma des promenades. Moi, tout, ma promenade. Salle numéro 4, j'étais assis dans le 8e. Ah, ouais, ok, ben là. Tu niaises, t'inventes, ben l'autre j'étais dans la salle 4, ça c'est sûr. Mais j'ai travaillé au cinéma des promenades quand j'étais adolescent. Puis, mais c'est ça, non, c'est ça, j'avais vu au cinéma. Je pense que je l'ai été le revoir une couple de fois. J'étais avec, pas Brigitte dans cette époque-là, j'étais avec une autre fille, une femme, puis moi, je peux regarder le même film. Je pense que j'étais retourné le voir tout seul. Là. Ah ouais. Oh, moi, j'attends pas qu'il sorte en vidéocassette. Je vais aller le regarder encore. T'as découvert la BD après, j'imagine. Moi, c'était ça. Moi, en fait, j'ai été introduit un peu les deux en même temps, mais j'avais un chum qui était calé en BD. Là. Ouais, puis, non, pas moi. Il m'avait prêté la BD James O'Barr. Non, moi, c'était après, longtemps après, vraiment. Parce que j'en ai des BD chez nous, mais comme je me retrouve pas tant là-dedans. J'aime le look qui est sharp, tout ça, là, mais c'est plus violent. Comme James O'Barr, le film était plus violent, là, il était plus dark. Là, j'ai aimé la façon qu'ils l'ont fait. Fait que, mais je respecte le gars qui a fait James O'Barr. J'ai dit, if it's not for you, si c'est pas de toi, il n'y a pas de... Brandon Lee décède pas. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit, il n'y aurait pas eu cette franchise-là, puis c'est incroyable, moi. Mais non, je l'ai découvert pas mal plus longtemps là, après la bande dessinée. T'as-tu déjà rencontré James O'Barr? Non. OK. Ouais. J'ai quelque chose pour toi de base que je vais t'apporter le prochain jour. Là, j'ai plusieurs trucs signés de James O'Barr. Je te dis pas que je vais t'amener, mais je vais t'amener quelque chose. OK. Hâte de voir. Malheureusement, j'ai pas l'édition originale. C'est une édition spéciale, puis il a refait des scènes dedans. J'aime moins cette BD-là, mais c'est parce que je trouve que ça paraît, son style, il a comme dessiné, il a rajouté des scènes qu'il a toujours voulu mettre, puis il les a rajoutés plus tard, puis son style de dessin est un peu différent. Fait que je trouvais comme, je trouvais que ça fitait un petit peu moins. OK. Mais non, mais le reste de la BD, son style, puis il l'a fait sur différentes années. Hein. Oui. La progression de comment est-ce qu'il dessinait au début, puis comment est-ce qu'il dessinait à la fin de la BD, c'est bien différent. C'est vraiment spécial. C'est un gars, il a besoin d'évacuer bien de la violence, de la rage. Lui aussi, suite à la fait qu'il a perdu sa femme, sa blonde de l'époque. C'est comme ça s'il a exprimé sa rage d'avoir perdu sa blonde, ça a été, je pense, un accident d'auto, un drunk driver qui a frappé sa blonde, puis il était enragé, Ren. Contre la vie. Il a créé The Crow comme ça pour mettre ce qu'il avait envie de vengeance puis de justice, puis tout ça, dans sa bande dessinée. Puis ça a donné cette œuvre-là. Wow. Puis aujourd'hui, là, vous luttez avec la face de The Crow. Faites-vous votre maquillage, vous autres même? Oui. C'est OK. Oui. Des fois... Peinture. La peinture. Des fois, il faudrait le faire mieux, là, mais tu sais, j'ai tellement essayé des trucs au cours des années. Il y en a là, qui partaient au moindrement que j'avais chaud. Là, ça, c'est la peinture acrylique. Ça a tendance à plus durer, là, mais ça s'effrite un peu. Mais T'as pensé la peinture à body paint? Ouais, j'ai pas, non. C'est de un fini que tu peux mettre pour l'asseoir, je pense, avec la version de body paint. Peut-être qu'il faudrait que je regarde quelque chose de mieux, parce que... Mieux pour le corps, je pense, parce que la peinture comme ça, là, je pense Dans le visage, hein, j'ai la face rouge. C'est fait pour ça. Non, j'ai la face rouge. Après, c'est de l'acrylique, c'est comme la peinture à mur, là. OK. On se peinture à mur. Pas trop bon. C'est ça que tu as trouvé qui s'enlevait le moins. Qui s'enlevait moins, ouais. Surtout pour mes adversaires. L'adversaire te prenait d'une prise, puis il était plein. Je me sentais mal. Je cherchais quelque chose qui n'était pas pour déteindre sur eux autres. Là, OK. Mais ouais, c'est ça, peut-être checker Body Paint. Ouais, Body Paint, ouais. Tu as parlé brièvement de Brigitte. Est-ce qu'elle était fan de lutte aussi? Ben, on s'est venu avec la famille, ça, pour qu'elle suive partout. Parce qu'elle a tous les gars-là. Elle vous aide, elle s'occupe. Des fois, elle est impliquée dans des storylines, tout ce que tu veux. Ouais. C'est comment c'est arrivé, ça, cette dynamique-là? C'est ça. Quand j'ai rencontré, on a eu ensuite Mathias. En fait, quand on a commencé à se fréquenter, je luttais encore. Puis c'est ça, j'ai arrêté. Parce qu'on a eu Mathias, puis là, j'ai recommencé pour que Mathias nous voit à 5 ans. Fait que, elle a été une période, peut-être 2-3 ans que je luttais, mais ça s'est estompé assez vite. Je luttais pas. Puis quand j'ai recommencé pour Jacques, elle n'était pas impliquée nécessairement. Elle venait voir le gars-là une fois de temps en temps. Elle venait pas en tournée quand on allait à Rimouski, ces endroits-là, elle venait pas. Elle allait à Gatineau. Mais depuis la GPW, elle s'implique beaucoup.
Puis, elle travaille à la boutique. Fait que, tu sais, elle nous aide un gros coup de main, tu sais, comme Derek avec Nathalie, puis Stéphane avec Julie. Tu sais, nos conjointes nous aident beaucoup là-dedans. Puis c'est le fun parce que sans ça, je passerais une journée, une soirée que je verrais pas ma conjointe, mais au moins, elle est là, puis elle travaille, puis elle nous aide en même temps. Puis elle participe parce que Brigitte, je l'ai fait participer à une couple de séquences. Je trouve qu'elle était bonne. T'sais. Elle aussi, mettons, sur le charisme, là, puis tout ça, la réaction quand Mathias s'était fait maganer par Lance, c'était crédible la façon qu'elle avait embarqué dans l'arène, puis lancé la serviette. Ouais. Fait que non, c'était bon. Puis là, au Slush Poppy, le 30 mai qui s'en vient, il va avoir un gros rôle. Là. Oh! Ouais, quelque chose de pas mal gros. Là. OK. Elle ne nous suit pas depuis. Là. On ne l'amène pas à tous les galas, mais le 30 mai, c'est certain. On va avoir un gros stage, contrairement aux années passées où on sortait, puis les gens nous perdaient, on ne nous voyait pas parce qu'on était à la même hauteur que toutes les personnes. Nous, là, maintenant, la configuration au centre Slush Poppy, on va sortir sur une grosse plateforme de 8 pieds d'eau. Fait que Brigitte va être accompagnée, Mathias et Martin. OK. Mais si tu le savais pas, Brigitte, tu viens de l'apprendre là. Mais elle le savait, Mathias? Oui, elle savait. Tu le savais, mais viens pas dire que tu le savais pas. Tu le savais. Je sais pas à quel point vous réécoutez les gars-là, parce que c'est pas, je comprends. Ça veut pas dire parce que tu luttes que tu veux te réécouter, là, mais Marco, il tape souvent sur la croix familiale. Comment vous trouvez ça? C'est-tu de bonne guerre? C'est-tu le fun? Alors, à un moment donné, c'est trop? Ben là, vu que les avocats sont mêlés là-dedans, j'ai le droit d'en parler pareil. Je fais des farces. Non, c'est bon, on l'écoute, les gars-là. Quand il sort le vendredi, on l'écoute. Si je l'écoute pas le vendredi, je l'écoute dans la fin de semaine qui suit, mais pas juste notre combat. J'aime ça regarder tout le gars-là parce que j'aime ça voir tout le show complet, puis souvent on est en bas, on planifie nos matchs, fait que je vois pas tout. Fait que j'aime ça le regarder. Puis Marc, les deux commentateurs là, font en sorte que le gars-là, il est tellement bon. Tu sais, on niaise là, des fois si on ferait comme des figurines, comme à l'époque de la WWF, là, les années 80, là, ben, il y en aurait une de TJ et puis Marco, parce qu'ils font partie du spectacle de la GPW juste par leurs commentaires. Fait que non, ils sont bons. Puis Brigitte, quand elle les écoute, elle trouve ça bon. Là, quand Marco il allait rester dans la cuisine, elle, ou, c'est tout le temps bon. C'est de bonne guerre. Ça fait du bon show. OK. Quand tu as commencé, t'étais-tu rendu au cégep ou c'était encore ça? J'étais encore au secondaire. Okay. Comment est-ce que ton entourage de cet âge-là réagissait à ça? Parce que je peux imaginer qu'il y en a qui ont dit t'as niaisé de la lutte, ou ben non, t'as-tu de l'intimidation, ou ben non, si t'es chum, c'était comme c'est cool, tu sais. Ben, pas tant pour l'intimidation, mais tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois je disais hey les gars, je fais de la lutte. La lutte sur un matelas, comme. J'étais comme non, la lutte, style. À chaque fois, je disais style WWE. Là, OK, il y en a ici. Mais c'était sûr. Tu sais, c'est sûr qu'à première vue, c'est pas incroyable. Tu sais, eux autres, ils connaissent pas vraiment ça. C'est extraordinaire. Hey, je t'ai laissé parler. OK, vas-y. Non, mais pour vrai, c'est surtout quand je les invite justement au gala, puis que là, ils me voient sortir des rideaux, ils restent assez impressionnés de me voir de même. Tu sais, ils me voient jamais comme ça. Quand je sors du rideau, je deviens comme un malade avec tout ça. Comme s'ils trouvent ça drôle, mais ils trouvent ça fou de me voir de même parce que moi, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je suis toujours calme, tout ça, puis je cherche pas l'attention, mais là, c'est sûr que c'est complètement différent. Fait que c'est sûr que, Puis c'est sûr que ma mère, tout le temps là, elle dit « Faites attention », des petites choses de même, je la comprends, parce que c'est dangereux, mais on est fou de même. Fait que, il a même pris la tonalité de sa mère, là. Fais attention, c'est comme ça qu'elle sonne. Oui, fais attention, en tout cas. Mais comme, je vais enchaîner là-dessus, là, parce que Mathias, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. Puis c'est le fun, ça. Peu importe au hockey ou à la lutte, comme, honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'étais plus vieux que toi, là, mais ça me montait un petit peu plus à la tête. J'étais plus fier. Oh oui. Lui, là, pour lui, là, non. Je fais ça, puis il a une meilleure attitude que moi j'avais. J'étais un petit peu plus cocky, un peu à ton âge. Là. Pour moi, c'était... Mais je travaillais en équipe pareil. Je luttais avec tout le monde, puis... Mais j'avais une confiance en moi, puis j'étais fier de... Faut que tu sois fier de faire ça, de la lutte, parce que... tu sais, quand on fait un gala de lutte, là, on peut des fois... chorégraphier le match de A à Z, mais des fois, on va lutter contre un gars qui arrive de Montréal, qui arrive en retard, puis on a comme 10 minutes, 15 minutes pour y parler. Là. On va commencer de même, on va finir comme ça, puis le reste, on va improviser. Faut le faire devant une foule. On a juste une chance de faire notre première impression. On peut pas reprendre une scène.
Là-dedans, il faut que ce soit safe pour moi, safe pour lui surtout. Puis il faut qu'on ait la foule engagée dans le combat, intéressée dans le combat. Fait que prends tout ça ensemble. Il y a de quoi être fier de faire ça parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire tout ça, faire nos propres cascades, rester en personnage, puis avoir la foule. Parce que tu veux vraiment pas faire un combat que les gens perdent l'intérêt puis qu'il n'y a aucune réaction de la foule parce que ça peut arriver. Mais tu sais, on veut tellement donner un bon spectacle qu'on va au-delà. Moi, il y a des journées que je suis fatigué de la journée du gala, mais quand j'arrive dans l'arène, je vais chercher une adrénaline. J'ai pas le choix. Je paye pas le lendemain, mais je veux vraiment donner le meilleur de moi-même, comme Mathias fait. Mais qu'est-ce qui arrive quand si ça va off-script ou ben non, si ça va pas comme c'était prévu, puis il y a une erreur, vous faites quoi? Comment vous fait notre possible. Moi, j'ai plus l'impression, on fait, justement, le monde ne savent pas ça. On fait comme si rien n'était. Puis la plupart du temps, quasiment tout le temps, ça paraît pas, à part si tu connais ça, si tu connais un peu la lutte puis tout ça, là tu vas voir, il y a de quoi de wrong. Mais normalement, le but c'est de faire assemblant puis de faire comme si tout va bien, alors que des fois tout va mal. T'sais. Des fois tu peux avoir le nez cassé, le match continue, puis des fois la foule elle le remarque pas. Puis justement le but c'est d'éviter que la foule genre le remarque. Faut que tu continues le spectacle, faut que tu gardes. C'est ça. Ouais. The show must go on, tu sais. C'est un bon exemple qu'on a eu dernièrement, c'était la ceinture à Lance dans la foule. Ah oui. C'est là, si t'arrêtes, là, tout le monde va se tourner là. Puis là, justement, c'est pas ça qu'on veut. On veut, tu sais, ça l'arrive, mais il faut quand même continuer à faire ça pour que le monde, tu sais, s'en doute pas. Puis après ça, tu sais, justement, pour pas créer un peu, pas du drama, mais comme quelque chose, tu sais, tu comprends, là. Ouais. Mais je trouve que la situation était bien managée dans le sens que d'un, le show a continué, ça n'a pas tant paru. Nous autres, on l'a vu, je pense pas que tout le monde l'a vu. Puis là, après, j'ai trouvé ça cool. Tout le monde est allé voir la personne, tout le monde est allé faire comme hey, regarde, on s'excuse. Il fallait. J-Ro, le Asgard King, était le premier, je pense, à la voir. Il est parti tout de suite. Il l'a amené tout de suite en arrière, puis il y en avait des gens là qui ont pu faire des points, puis des rapprochements. Fait que tu sais, Lance, il se sentait tellement mal. Lance, il aime ça, son personnage, il veut être le plus détesté, mais jamais blesser quelqu'un. Puis, c'est un accident. Il a parti de la main, a dévié, puis a fini. C'est triste, là. Puis, je suis content que la jeune fille, elle avait comme une coupure à l'arcade sourcilière, mais tu sais, pas rien de, je pense, qui est majeur, mais non, ça a été bien géré, mais on veut jamais, parce que c'est un accident, mais on dit toujours, on demande aux partisans de pas toucher aux lutteurs, mais encore plus, les lutteurs de pas, la personne est assise dans son siège, elle doit être en sécurité dans son siège du début à la fin du gala, là, même si elle crie pour les méchants, peu importe, là, fait que c'est une erreur de parcours, mais de Lance, il se sentait terriblement mal. Il y a même un moment donné, moi, je me disais, je peux pas qu'ils s'en aillent chez eux de même. Je dis, regarde, ça arrive, là. Va voir la jeune fille, là, puis mets ça en arrière de toi, là. T'es pas un méchant, t'es pas un homme méchant, là. Ouais. Tout au contraire, là. On parle depuis tantôt de personnages. Est-ce que vous pensez que, je vais vous demander pour vous autres, dans le fond, est-ce que c'est, genre, on met un masque, on devient quelqu'un d'autre complètement, puis on joue un jeu, ou si le personnage est une extension d'une partie de vous-même? Je suis profond. C'est un peu un petit peu. Il y en a, c'est les deux. Il y en a qui vont être bons des deux côtés. Moi, j'aime mieux quand c'est une extension de moi-même. OK. Comme The Crow, c'est une extension de moi-même. Quand je faisais The Crow plus dark, tu sais, à parler avec le corbeau, parler avec la poupée que j'ai dans le coin, ça, c'est une amplification de moi-même que je suis pas... des fois, je me dis, je suis pas comme tout le monde. Juste de faire de la lutte, je suis pas comme tout le monde. Mais c'est une extension de nous. Tandis que si quelqu'un me dirait, là, Martin, tu vas faire un clown ou... là, il faudrait que je sorte de ma zone de confort, que je devienne quelqu'un d'autre. Puis moi, je pense que ça fonctionne mieux quand les gens font quelque chose qu'ils aiment. C'est pour ça que nous, à l'école de lutte, quand les lutteurs sont prêts à performer et à faire des matchs, on leur dit, créez-vous un personnage. Vous devriez penser, du jour 1 que tu vas faire de la lutte, que ce soit dans 2 ou 3 ans que tu vas faire ton premier combat, tu devrais déjà savoir comment tu veux le faire. Quel habillement, quel style. T'sais, moi, je le savais, Mathias le savait, fait que généralement, les gens le savent parce que ça ne va pas être imposé.
sais, à la WWF, la compagnie, eux autres, imposaient. Ouais. Le gars pouvait faire quoi que ça voudra dans sa carrière auparavant. Ça n'existe plus. T'es rendu là, tu vas être un prisonnier. Tu vas être un policier. Tu vas être. Fait que ça, il y en a qui le font super bien parce qu'ils se disent, waouh, c'est comme carrément pas mon personnage moi-même de tous les jours. Ben, je pense que ça marche mieux quand c'est nous, mais amplifié. Tu t'en penses? Bah, je dirais la même chose. Parle d'eux, toi aussi. Toi, là, commence pas, là. Il y a une belle table, là, ici, là. Hey, une souplesse, là. Mais, ouais, mais justement, c'est sûr que c'est mieux quand c'est un petit peu ton personnage. Il est juste un peu, c'est comme toi, mais un petit peu plus poussé ou une autre version de toi-même. C'est sûr que c'est plus facile à démontrer. C'est sûr, comme tu as dit, tu sais, si t'es quelqu'un d'un peu plus dark et tout, puis qu'on te demande de jouer un clown, ça marche pas. Ouais. Genre, tu vas faire de ton possible, mais c'est mieux quelqu'un qui a la joie, ben pas la joie de vivre, mais qui a ce genre-là, puis qui joue un clown, là, le monde, ils vont plus avoir la facilité à y croire, tu sais. Puis toi, tu vas plus avoir de facilité à le faire, justement. Fait que c'est sûr que ça aide quand c'est juste une version de toi-même, mais un peu plus poussée, puis un peu... T'as parlé de la WWF. T'en es-tu de l'époque où est-ce que c'était plus mystérieux la lutte, où est-ce qu'on se demandait si c'est vrai, si c'est pas vrai? Ben oui. C'était comme un... Tu sais, dans ce temps-là, tu pouvais pas en parler de la chorégraphie ou du storyline, de cette affaire-là. Puis là, aujourd'hui, on est rendu c'est tout le contraire. La WWE a même leur show derrière. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle. Sur Netflix, t'as la série qui est en arrière-scène. Tu vois tout comment ça se passe. Moi, je regarde ça, je suis très fasciné parce que, bon, je suis dans l'arrière-scène de tout ça. Mais dans ce temps-là, à l'époque des années 80, là, tu n'avais aucune idée de ça. Là. Non. Puis les secrets étaient bien gardés. Puis je trouve que c'est avec Internet puis tout ça, ça a tout changé la donne. Mais tu sais, c'est dommage parce que les Édouard Carpentier, les Kowalski, les Yukon Eric, Don Leo Jonathan, quand ils se sont retirés, ils n'ont pas écrit des livres sur la façon que ça se faisait. Plus tard, ben, avec Internet, mais là, le gars prenait sa retraite. Je vais écrire ma biographie, je vais tout donner toutes les derrière, ce qui arrivait en arrière-scène. Ouais. Après ça, ben, tu as eu les entrevues qui ont été faites par des gars de podcast. Vince McMahon a lui-même annoncé dans les années 95, 96, 94 pour sauver le frais de la commission athlétique, parce que quand c'était considéré comme un sport, la compagnie devait donner de l'argent à la commission athlétique de chaque État. En disant que c'est un spectacle, il s'enlevait cette charge-là. Mais tu sais, moi, j'ai grandi sur la lutte des années 80, que ce soit WWF ou Lutte internationale de Gino Brito. Puis c'était bien fait, tu sais. C'était pas aussi spectaculaire, mais les combats avaient de l'air vrai. Ça faisait en sorte que la personne avait hâte au prochain mois de racheter un billet pour voir la suite. La lutte était plus populaire parce qu'il y avait des territoires partout au Canada, aux États-Unis. Il y avait peut-être 1000 lutteurs qui gagnaient leur vie dans ce temps-là. Gagnaient bien leur vie parce que la lutte était vraiment bien protégée. C'était un secret bien gardé. Puis si les gens savaient les trucs, ben c'était quoi l'intérêt nécessairement de retourner voir le gars-là? Fait que il y a eu une période de transition. Puis aujourd'hui, ben là, c'est... Nous, avec la GPW, on s'en cache pas. C'est un spectacle. Mais quel autre spectacle pendant 3 heures de temps que tu vois des beaux scénarios, des personnages, des costumes, des revirements de situation. On essaye de faire en sorte que c'est pas répétitif. C'est pas comme un combat UFC qui vont être 20 minutes au plancher dans une prise de soumission, puis que c'est super défensif. Que nous, on contrôle les scénarios, on va s'organiser, comme le 30 mai, on va s'organiser que les gens en aient pour leur argent au niveau spectaculaire, acrobatie, gros gars. Ça va être... On n'a pas le choix de faire ça. Mais dans ces années-là, malheureusement, c'est triste que ça a parti ce côté-là parce que ça fait en sorte qu'il y a eu une compagnie après ça, la WWF, tous les petits territoires ont fermé. Puis là, au lieu de 1000 lutteurs qui gagnaient leur vie, mais c'est une centaine de lutteurs qui gagnaient leur vie. Les autres, ben il n'y avait plus de travail pour eux autres. Faites-vous une autre carrière parce que tous les territoires sont partis. Fait que c'est juste ça qui est dommage. Puis, tu sais, comme les magiciens, tu sais, David Copperfield, que ce soit Mesmer ou peu importe, Luc Langevin, tu sais, ils te font... Pendant 2 heures, là, comme tu oublies ta routine de vie, tu vois un spectacle, est-ce qu'ils ont besoin de te montrer toute la façon qu'ils le fassent? Peut-être pas, parce que c'est bon d'avoir un suspense, de dire, wow, je sais que c'est pas vrai, mais je sais pas comment il l'a fait, mais je veux le revoir dans un mois parce que je veux encore essayer de comprendre comment il le fait. Ben, c'est comme ça, la lutte, tu sais,
c'était pas nécessaire de tout dévoiler, toutes les... En tout cas, ça a fait du dommage pendant un certain temps à la lutte. Puis aujourd'hui, la lutte est moins populaire, la WWF, avec les ratings. OK, ils vont faire des gros spectacles à WrestleMania, des choses comme ça, mais je parle des spectacles qui vont dans chaque ville. C'est pas aussi populaire que les années 80. Là. Dans les années 80, là, 88, 89, 87, là, la WWF, à chaque soir, il y avait 3 galas. Ils appelaient ça l'équipe A, B et C. Fait que A, c'était Hulk Hogan, qui était peut-être au Maple Leaf Gardens. L'équipe B était à Mississauga, dans une aréna de 10 000 personnes. Puis l'équipe C pouvait être peut-être à Barrie, Ontario, dans un gymnase d'école devant 2000 personnes. À chaque soir, il y avait 3 galas. Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est fou comment que la popularité était là. Mais, tu sais, ils ont venu à bout de montrer, puis là, tous les lutteurs ont commencé à tout parler de ce qui se passe en arrière-scène. Les lutteurs ont commencé à écrire, les promoteurs ont commencé à avouer. Puis à un moment donné, c'est devenu ridicule. T'sais, on a vu des lutteurs se battre contre une poupée, je veux dire, une poupée gonflable, tu sais. À un moment donné, on fait un spectacle qui est comme un ressemblance de combat. On peut-tu lui donner une crédibilité que ça a l'air d'un combat? Tu sais, on parlait de Lancelot tantôt. S'il y a quelqu'un qui vit son personnage à fond, c'est bien Lancelot. Puis quand il embarque dans l'arène, tout ce qu'il va faire, ça a l'air vrai. C'est crédible au bout. Parce qu'il met de l'intensité dedans. Fait que moi, j'ai accroché à une phrase, puis tu sais, aujourd'hui, c'est valable pour un gars comme Lancelot. Johnny Valentine, le père de Greg Valentine, qui va être là au 30 mai au Slush Poppy, avait dit « Je peux pas faire croire aux gens que la lutte est arrangée, mais je peux leur faire croire que moi, je suis pas vrai. Ça veut tout dire, ça. C'est que dans le fond, les gens peuvent voir... Puis on a fait des combats, moi puis Denis, moi puis Lance, notre combat, puis il y a des gens, même des gens à l'école de lutte, qui se demandaient s'il y avait une animosité entre moi et lui. Mais tu sais, si on a comme piégé les gens de l'école de lutte, ça veut dire qu'on a fait une maudite bonne job. Dans un on contexte... se le demandait nous autres aussi. T'es comme, est-ce que c'est vrai, ça? Dans un contexte de lutte, spectacle, ça veut dire que les 6 autres combats, moi, je veux que le partisan regarde les 6 autres combats, puis ça, c'était arrangé. Mais pas celui-là. Lui, il n'était pas arrangé. Quand tu réussis à faire ça, c'est parce que tu as vraiment été convaincant. Puis ça veut dire convaincant avant le match, après le match, dans la foule. Je joue le personnage, rendu, quand je vais au IGA, je le joue plus, là. Mais quand je suis encore chevalier, là, j'essaie de... J'ai mangé une volée, c'est vrai, je m'en ressens. Pas besoin de le faker, mais en tout cas. Fait que c'est... Non, moi, j'ai adoré ces années-là, là, moi... Pour moi, j'adorais ce match de lutte-là. Puis, il t'en donnait pas toutes les semaines à la télévision des gros combats du championnat. C'était... À chaque semaine, c'était la super vedette contre un gars qui était là pour le faire bien paraître. Il y avait des entrevues, puis là, il disait, là, le Saturday Night Main Event s'en vient, ou on s'en va à l'Arena Gartin, là, les gens voulaient voir Steamboat contre Jake the Snake. Parce qu'ils ne le voyaient pas à la télévision. Tandis que maintenant, à chaque semaine à Raw, ils donnaient des combats de Main Event, tu sais, fait que... Puis beaucoup de parlage, beaucoup plus de parlage, des fois, que de lutte. Fait que, ouais... J'aime beaucoup plus. Quand je regarde la lutte, je regarde celle des années 80-90. Ah ouais, tu suis pas tant ce qui se passe. Pas tant. Non, je devrais parce qu'il faudrait que je me tienne plus au courant de ce qui se passe. Mais tu sais, j'ai regardé le dernier Rumble, Royal Rumble. J'ai vu le Gunter, j'ai vu son match. S'il y en a un qui me garde intéressé à la WWE, c'est Gunter. Lui, je le trouve bon. Je trouve que lui, il fera pas le match qu'il a fait avec AJ Styles. Très bon match, très belle finition. De finir ça avec une prise de soumission, ça avait l'air vraiment vrai. C'est ça, j'adore ça. Puis ça peut être fait encore. Tous les lutteurs le disent. Ronnie Garvin, un des gars qui était célèbre contre la rivalité des Rougeaux là, en 85, il l'a dit. Il dit, moi, je vous ramène 2 gars de mon époque, là, puis je les fais faire un match, là, puis tout le monde va se demander, ils vont être sur le bord de leur siège, ils n'en reviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder ça à la base, intense. Les gens vont se poser la question, ces gars-là, ça me pas pour le vrai. Ça peut être fait encore, ça. Mais faut le travailler, il faut l'investir, notre corps. Ça fait mal. Puis le storyline aussi va aider. Beaucoup, oui, beaucoup. Quand on peut planifier, tu sais, nous, on essaie de planifier presque un an d'avance, là, nos histoires pour garder l'intérêt des gens. On demande aussi aux élèves, tous les lutteurs de la GPW, on leur demande leur feedback. Dites-nous un peu où est-ce que vous voulez aller la prochaine année. Okay. On va voir si c'est possible. Parce qu'encore là, quand la personne propose quelque chose, ça vient d'elle. Fait que ça va être bien plus convaincant, puis elle va le travailler bien plus que si elle veut un plan A, puis on lui offre un plan B.
Fait qu'on essaie de travailler proche puis de donner des belles opportunités à tout notre monde. Puis encore là, je dis, on est tellement chanceux d'avoir tout ce beau monde-là, on veut faire en sorte de leur faire le plaisir le plus possible. Ouais. Ah, ben c'est cool de voir comment est-ce que c'est une collaboration pour monter tout ça. Puis je me demandais, tu sais, comment est-ce que vous construisez vos storylines tout ça. Je suis curieux, Nunchaku, toi, t'as appris Nunchaku en premier? Puis tu y as montré à lui ou... Ouais, mais tu sais, j'ai appris ça. J'ai regardé Bruce Lee, j'ai regardé, il y avait un Kim Silver dans le temps, là, que j'étais dans les arts martiaux, là, qui était exceptionnel. Bruce Lee était exceptionnel. Fait que j'ai commencé à pratiquer, j'avais 14 ans, 15 ans. Je me faisais moi-même mes nunchakus en bois. Fait que ça pardonne pas quand tu te trompes. Pas tout, j'ai fait ça fait mal. Ça fait mal. Ça, là, t'apprends vite. Fait que non, puis après ça, mais Mathias, tu sais, encore là, je dis, il est naturel, puis il apprend vite la lutte. Nunchaku, je pense que 3-4 pratiques, puis il manœuvrait ça comme moi. Là, ah ouais, hein? Ouais. À cette heure, il est fait, je l'ai fait même pas, moi. Ouais, ben j'ai remarqué dans les gars-là, j'ai dit crime, j'ai rien que Mathias qui est fait. Ouais, mais là, au Slush Poppy, on va le faire ensemble. OK. Mais non, il apprend vite. À quel âge que t'as commencé à jouer avec ça? Ah ben, pas mal quand j'ai commencé à lutter, justement. Là, mais j'ai demandé, hey, je peux-tu savoir? Puisque là, j'essayais, mais c'est quand même compliqué. Il m'a montré comment il faisait, puisqu'il fait souvent 2 grosses séquences. J'ai demandé comment tu fais. Il me le montrait, puis en quelques jours, j'ai appris parce que je pratiquais et tout. Puis oui, ça fait mal, j'avais pas en bois. Moi, j'avais genre avec un petit caoutchouc. Mais ça reste quand tu te trompes et que ça te revole dans l'air de la tête. Ça snap. Et pendant 2 jours, ça y a fait mal. Moi, ça m'a fait mal parce que ça y a pris juste 2 jours. mais c'est bon, par exemple, qu'à ton âge, parce que tu manipules là, comme si tu avais fait ça depuis jeune, je trouve. Ouais. Ça fait pas longtemps, là. La journée qu'il a fait ça la première fois, je te dirais une semaine avant, il a pratiqué. OK. Parce que c'est pour le festival des mauvais... Ben, un peu avant, je pense. Ou je pas plus. En tout cas, peu importe. Mais moi, j'ai dit, à cette gala-là, faut que tu embarques avec moi et tu fais un nunchaku. Pratique, c'est dans 1 semaine ou 2. Ah ouais. Alors, non, il est naturel, je trouve. Athlétiquement naturel pour manipuler. Moi, je suis dans les arts martiaux j'ai commencé les arts martiaux à 11 ans. Là, puis je peux voir facilement quelqu'un qui va commencer, que lui a commencé tard. Je vois la différence assez facilement. Dans le karaté, moi, c'était le karaté. Oui. Puis c'est pas négatif de dire ça à quelqu'un. C'est normal que si tu commences plus tard, ça va paraître dans ta pratique d'arts martiaux comment ça va sortir. Oui. Puis moi, j'aurais juré que tu avais commencé des nunchakus comme tu avais des nunchakus dans les 8 ans. Là. Non, vraiment pas. Là. Non, mais j'ai dit continue à pratiquer. Tu peux toujours t'améliorer. Des fois, je m'en vais voir des vidéos qu'il y a sur YouTube, justement, de lui. Je sais pas quelle année. Mais mettons, à un moment donné, il y a un combat contre Kevin Steen. Puis je m'en vais voir ce combat-là, puis là, je le regarde faire avec les nunchakus, puis là, je le regarde faire, puis j'essaie de recopier dans ma chambre, j'essaie de... j'essaie de mon possible, mais je pense que ça marche bien des fois. Oh oui. Ah, c'est bon. Moi, je suis même pas capable à 2 mains tant que ça. Comme je vais manipuler les nunchakus bien, un nunchaku, mais 2, là... Ah oui? Non. Fait que des fois, je regarde la séquence que vous faites quand je suis comme moi, ça, la pratiquer. Ouais. Puis parce que les nunchakus, je trouve que c'est parmi les armes les plus difficiles à faire parce que c'est un petit peu aléatoire. Tu sais. Oui. Moi, j'ai plus pratiqué avec du beau plus que n'importe quoi d'autre. Ouais, OK. Puis par moi-même, des serres, j'aime ça gosser avec des serres. Oui. Le nunchaku, c'est pas vraiment. Je trouve pas que c'est une si bonne arme de combat là, en passant. Là. Si j'aurais le choix, ça serait plus mes Carly. J'ai des Carly sticks, là, ça serait pas mal plus ça que. C'est quoi les Carly? Ça, c'est les bois là, en bambou. Là, OK. Comme les bâtons de Kempo? Ouais, oui, c'est ça. C'est un bâton droit. Un bâton droit, là, là, que Danny Innocento, celui qui. Le bras droit à Bruce Lee, là, il était très très bon là-dedans. Okay. Là. Ça serait plus efficace ça que nunchaku, là, je trouve. J'en ai commandé en caoutchouc noir, là, vraiment pesant. Là, je les ai à la maison, je ne pratiquerai pas avec ça. Parce que je ferais après quelqu'un avec ça, oui, là, mais pas pratiquer. Elles sont pesantes. Là, mais je trouve que ça fait un beau show. On en a même qui s'illumine. Au Slush Poppy, on va essayer de prendre ceux qui ont une lumière à l'intérieur. Là. Ça, ça ajoute au spectacle. Là, J'avoue. Ouais, mais tu sais, c'est fou, Bruce Lee, c'est ça. Bruce Lee. Puis un de mes amis m'a fait remarquer, tu sais, enlève le son, puis ça perd sa magie un peu. C'est quand t'entends pas le. Ouais, c'est vrai. Lui, il a popularisé les nunchakus dans le fond, en Amérique. Là, ça vient de ses films. Là, carrément. Oui, non, c'est incroyable. Puis c'est fou parce que quand il a fait Game of Death, le film Game of Death, en fait, il est décédé avant la première de Enter the Dragon, mais il avait commencé
en Chine, avec son producteur Raymond Chow dans ce temps-là, à faire Game of Death. C'est dans ce film-là qu'ils ont dû prendre un autre acteur pour faire beaucoup de scènes, mais ils ont été capables de filmer les scènes à la fin avec le Kareem Abdul-Jabbar, le joueur de basketball. Puis, mais à un moment donné, c'est parce qu'ils niaisent. Bruce Lee, à un moment donné, là, avec le décès, ils n'ont pas eu le choix de garder ces séquences-là. Mais à un moment donné, tu le vois qu'il se trompe, là, mais ça passe. C'est Bruce Lee, c'est pas grave. Non, c'est ça. Legend Mania. Oui. Qui est-ce qu'on a de confirmé? Là, on parle? Ben, tous les lutteurs qu'on voit sur le poster sont confirmés. Okay. Là, on est en attente de un ou deux autres, okay. Dont un assez majeur, mais on ne l'annonce pas là parce que c'est en anglais, un long shot, là, tu sais, c'est un... Okay. On va voir. C'est encore à confirmer. Ouais, mais à date, toutes les autres vont être là. On a un beau line-up. Il faut tout le temps varier à chaque année. Là, les Rougeaux sont encore là. Mais comme on a vraiment beaucoup que c'est la première fois qu'ils vont être à Gatineau. De retrouver autant de légendes que ça, moi, je suis les Comic-Con, puis à part Niagara Falls, il faut vraiment aller à New York pour avoir autant de légendes comme ça. Puis à Gatineau, on va avec un prix accessible, mettons, pour les signatures. On y va moins cher que ce que c'est aux États-Unis. Okay. Donc, puis pour la carte comme telle, ben, c'est important parce que ce qui est spécial, c'est qu'on a une histoire qui date des années 80 avec les Rougeaux et les Bulldogs. Parce que les frères Rougeaux étaient à WWF avec les British Bulldogs, mais il y a eu de l'animosité qui s'est créée entre les deux équipes, particulièrement Dynamite Kid et Jacques Rougeau. Puis ça s'est fini vraiment avec une mort de sang, puis des chicanes en arrière-scène qui a fait en sorte que les Bulldogs ont lâché. Okay. Ils sont partis. Puis ils ont été travailler à Calgary puis au Japon. Puis Raymond, puis Jacques a vraiment sauvé sa face parce que c'était soit ça ou ils s'en retournaient chez eux, bredouille, parce qu'il avait été vraiment magané par Dynamite Kid, sournoisement. Okay. Il fallait qu'il se lève debout pour le nom Rougeau, puis il l'a fait. Mais tu sais, ça, cette histoire-là, là, on la revit aujourd'hui, en 2026, là, parce que là, Jacques va être dans le Battle Royale. Le fils du British Bulldog, Davey Boy Smith, Harry Smith. Moi, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, tu déterres des vieux squelettes, là. Ouais. Parce que, tu sais, ça fait des années qu'ils parlent de ça, l'histoire des Bulldogs, puis tu sais, c'est Dynamite Kid qui était vraiment la personne problématique dans l'équipe des British Bulldogs. Pas tant Davey Boy Smith, mais t'inclus tout le temps les Bulldogs. Puis là, tu veux que son fils soit là. Puis là, c'est rendu que maintenant, on va annoncer prochainement que la fille de l'autre Bulldog qui est décédée dans le Dynamite Kid, en fait, sont décédés les deux, elle va être là. Okay. Ça, c'est sa fille au gars que Jacques a carrément cassé 4 dents puis qu'il a fallu qu'il prenne sa retraite de la lutte. Là. Okay. Fait qu'il va y avoir une particularité spéciale entourant le match de Rumble, le fait que Harry Smith va être dans le combat avec Jacques. T'sais, des fois, on se dit, c'est le scénario, c'est le spectacle, mais ça fait 40 ans que tu parles. Ça fait 30 ans que tu parles de mon oncle puis mon père de mauvaise façon. Tu t'expliques ton histoire. Puis c'est vraiment, le Dynamite Kid, c'était vraiment un bully. Là. C'était vraiment il intimidait beaucoup le vestiaire. Puis c'est un cancer pour quand t'es 25 jours sur la route, là, tu veux pas avoir un gars comme ça qui te fait des jokes plates, là, qui fait des pantalons aux genoux de gars en plein hiver. Là. C'est pas des bonnes jokes à faire. Il y en a des bons ribs. Owen Hart faisait des jokes plaisantes, drôles, mais les Bulldogs, là, c'était plus... c'était méchant, leur joke. Ils mettaient des trucs dans les verres des gars pour que les gars perdent la tête. Fait que c'est ça qu'on va voir le 30 mai. On revit cette histoire d'une confrontation entre Jacques Rougeau et le fils du Bulldog avec la fille de l'autre Bulldog. Fait que, ça promet. Si les gens veulent avoir des billets, ils veulent en savoir plus, on s'en va à gpwlegendsmania.ca, c'est ça? Exactement. Ça va vous montrer tous les détails pour les légendes de lutte et également le lien pour aller acheter les billets au Centre Slush Poppy. Puis les billets, c'est 16 $. On a commencé ça à 16 $, gradin ou plancher. Ça va jusqu'à 45 $. Les gens peuvent aussi se procurer une loge pour 10-12 personnes. Puis la journée de l'événement, ben ça, c'est dans l'après-midi. Il va également avoir un dîner avec les légendes. Ça va être un nombre limité d'une 40aine de personnes. Ça va se faire au Slush Poppy au Loft 1973, le restaurant. De 11h à 1h, on va avoir une période avec 7 ou 8 de ces légendes-là. Un dîner, déjeuner-dîner intime avec certaines légendes. Fait que on essaye d'ajouter des expériences autres que juste
être devant le lutteur qui signe ton autographe, tu prends une photo. Non, on veut donner un 2 heures que tu vas être assis avec Coco Beware, tu vas être assis avec Axel Jim Duggan, puis il va compter des histoires, puis ça va être une petite expérience unique, mettons, avec ces légendes-là. Fait que, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est bien de faire ça, tu sais. Fait on va faire ça. Je m'en allais dire autre chose, ça m'est parti de la tête, mais en tout cas, ça va être tout un événement. Nice. Mais les gars, merci d'être venus jaser avec moi. C'était le fun au bout. Merci pour l'invitation. Merci à vous, merci. Puis merci. Regardez, vous regardez le TVC, Basse-Lièvre. Vraiment, là, ces gens-là travaillent vraiment fort. Je vous vois faire à chaque gala. Vous parlez que nous autres, on travaille fort. Je vois toute l'équipe dérouler les fils, installer tout. Vous faites une belle production. Vous nous faites bien paraître parce que... On essaye. Ah oui, non, on est vraiment heureux, très, très heureux du partenariat avec vous autres. On espère que ça va durer les 15-20 prochaines années. On le souhaite là, de tout cœur, là, vraiment. Là, c'est tellement... Écoute, j'ai des gens qui me disent « Hey, je t'ai vu à la télévision, c'est incroyable le feeling. Là. Je t'ai vu à la télévision vendredi soir. » C'est fou, là. Ben, c'est fun de travailler avec vous autres aussi, parce qu'on travaille avec des gens passionnés, puis dans ce temps-là, c'est fun. Yes, mais merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous deux.